Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et des adaptations. 3 fois par mois, nous revenons vous faire le débrief de tout ce qui s'est passé de croustillant dans le monde merveilleux de la bande dessinée américaine, mais pas que. Et bien entendu, pour cette émission, je serai accompagné de l'inénarrable, du formidable, de mon partenaire de toujours, de mon frère d'une autre mère. Oh là là. Corentin, tu es avec moi ? Oui, c'est effectivement ma voix que tu entends dans tes oreilles, donc ça veut dire que je suis là. Eh bien, ça me fait vraiment très très plaisir. C'est Arnaud. C'est moi. C'est ça, ok. C'est comme ça que je m'appelle. Bah, enchanté. Bah, ça va ? Bah oui. Bah, écoute, ravi de faire ta connaissance. Il fait chaud, hein. Ouais, c'est l'été et il fait bon nous écouter où que vous soyez. Est-ce que vous avez déjà pris des vacances, bande de grosses feignasses ? Non, peut-être pas, puisque le travail c'est la vie, hein, et que voilà, hein, on va pas. C'est la liberté, c'est la République. Exactement, c'est la France, c'est la France. Allez, Corentin, trêve de bavardage, on commence tout de suite. Enfin, c'est pas par une annonce, mais on voudra juste rendre à l'audio un petit hommage juste à monsieur Tim Sale, très grand artiste qui nous a quittés à l'âge de 66 ans il y a quelques jours à l'heure où nous enregistrons ce podcast. C'était Jim Lee qui avait averti les réseaux que le monsieur avait été hospitalisé pour de graves raisons de santé. Je crois qu'à l'heure actuelle on sait toujours pas vraiment ce qui a pu lui arriver, mais en tout cas voilà, le dessinateur de Spider-Man Blue, de Batman, de Long Halloween et Dark Victory n'est plus, et bah ça commence à faire lourd 2022 en termes de géants de la bande dessinée américaine qui nous quittent. On a perdu George Perez, on a perdu Neil Adams, et dans la foulée on perd Tim Sale. Ça fait chier. Bah surtout pour Tim Sale qui était un peu plus âgé que ces deux-là. George Perez, on savait qu'il avait son cancer et qu'il comptait pas se réengager dans une procédure de chimiothérapie qui serait lourde, longue et c'était terminé de toute façon. Il pouvait pas guérir, il pouvait pas. C'est ça, donc il a préféré rester chez lui et passer du temps avec sa famille. Il a même fait quand même des tournées de dédicaces, d'adieu et tout ça. Oui, il est pas que resté chez lui. Neil Adams, quelque part, voilà, c'était un homme plus âgé, 80 ans je crois. Tim Sale était un peu plus jeune, du haut de ses 66 ans, et effectivement il avait encore jusqu'à récemment évoqué son envie de créer de nouvelles choses. Il parlait de faire un Creator Own il y a déjà quelques années, hein, quand Manu l'avait interviewé pour le site comicsblog.fr. Il parlait déjà dans son envie de faire des projets un peu originaux, inédits, et qu'il était un peu fatigué du format super-héros. Puis quand Arnaud l'avait interviewé, il parlait de plusieurs projets Batman secrets, dont on peut imaginer que le bonus au couple Long Halloween Dark Victory était un peu l'un de ces deux projets. Mais effectivement, c'est très triste parce que Tim Sale était, à mon sens, l'un des plus grands artistes sur le format super-héros, l'un des plus grands artistes de comics, et qui a défini une nouvelle façon de faire du dessin, de la peinture, de la composition de planches, de cases. C'était vraiment l'un des artistes par lesquels tout le monde a commencé. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. C'est quand tu veux découvrir Batman, on te conseille des choses. Généralement, on te conseille Long Halloween, et c'est là que tu découvres les différences majeures qu'il peut y avoir entre le dessin de BD franco-belge et le dessin de manga et le comics. Voilà, c'est beaucoup de chefs-d'œuvre quand même. Partout où il est passé, il a laissé une empreinte très durable. Un peu comme Darwyn Cooke qui était mort dans la cinquantaine. Moi, c'est vraiment l'impression d'avoir perdu une des figures tutélaires, un des darons un peu de notre génération de fans, parce que finalement c'est assez récent, hein. Les contributions de Tim Sale, ça commence dans les années 90, on va dire, fin 80, début 90, et ça se poursuit jusqu'au milieu des années 2000 avec, encore une fois, quasiment rien acheté. Vous pouvez trouver de toute façon très facilement ces œuvres, même si probablement vous les possédez déjà, puisque tout a été édité en France de ses contributions aux super-héros. Chez Urban, vous avez même son boulot avec Darwyn Cooke, qui est un peu moins connu, qui vient de la série Superman Confidential, qui a été édité sous le titre Kryptonite, qui est encore une fois un peu un petit chef-d'œuvre. Vous avez For All Seasons, enfin je crois, For All Seasons c'est bien édité chez Urban. Ah ouais. Ouais. Les Batman, voilà, évidemment, et les Colors, comme on dit, donc un titre officieux pour parler d'une collection avec Jeff Loeb qui couvre Daredevil jaune, Spider-Man bleu, Hulk gris et Captain America white, enfin blanc, mais qui est un peu moins prestigieux, mais qui est un peu son dernier projet avec Jeff Loeb. Si vous voulez intéresser des gens qui ne seraient pas fans de comics pour essayer de découvrir son œuvre posthume, vous pouvez leur parler aussi de Heroes, où il avait réalisé l'ensemble des illustrations des faux comics prophétiques que voyait justement l'artiste de New York qui, lorsqu'il se droguait, avait des visions du futur. Donc ouais, voilà, tu peux pas résumer toute la vie de Tim Sale en 5 minutes de chronique au début d'un podcast, évidemment, mais ça fait extrêmement chier. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver sur internet, sur le site Comic Book Historians, une magnifique et très 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 longue interview
de Alan Grant et Jim Thompson avec Tim Sale au format discussion. D'ailleurs, ce site est excellent si vous vous intéressez un peu à l'histoire de la BD. Ils vont souvent chercher des artistes connus ou moins connus pour faire vraiment des très très longs formats, un peu comme ce que fait Cartoonist Kayfabe. Ils avaient aussi fait Frank Thorne d'ailleurs, qui était aussi disparu récemment. Donc ouais, voilà, lisez Tim Sale, découvrez Tim Sale, offrez Tim Sale, prêtez Tim Sale, que ça ne tombe pas dans l'oubli. Et j'ai vraiment eu l'impression d'ailleurs sur les réseaux que c'était un truc qui touchait au-delà de notre sphère de passionnés, de connaisseurs. Beaucoup de fans de cinéma connaissaient Tim Sale. On sait qu'il a eu une influence sur la trilogie de Nolan notamment, pas que parce que ses BD ont inspiré les intrigues de ses longs métrages, mais aussi même au niveau graphique. On sait que Christian Bale était fan de Tim Sale par exemple, et ça a beaucoup inspiré des postures qu'il donnait à son Batman pour essayer de nourrir son interprétation de la chauve-souris. Donc voilà, enfin c'est un très très grand qui nous quitte. À l'échelle du cinéma, ce serait l'équivalent d'un de ces grands metteurs en scène des années 90, proportionnel à, j'ai envie de dire, Spielberg. Allez hop, on est fou. Mais ouais, voilà, enfin c'est vraiment c'est un géant, c'est un monument. Et bah voilà, ça m'a fait très très chier d'écrire cette nécro. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le temps passe, la vie court et c'est fini. Donc on va essayer de passer aux bonnes nouvelles maintenant, Arnaud Kiko. C'est ça, des trucs un peu moins lourds quand même, mais on va vous parler donc de bande dessinée avec pas mal de sorties à noter du côté de la VF, mais aussi de la VO. Alors un ouvrage qui vient de sortir, qui sort aujourd'hui à l'heure où le podcast est uploadé, parce que nous enregistrons le jeudi 23, mais ce sera bien en ligne le vendredi 24 au matin, et donc c'est ce vendredi 24 juin que sort chez Huggy et Menin dans leur collection Petit Pop, un ouvrage qui pourrait intéresser certains d'entre vous. Alors je dirais peut-être les lecteurs et les lectrices parmi les plus nostalgiques des années 90 et qui ont peut-être vécu même à cette époque-là. Parce qu'il faut savoir que les années 90, outre l'essor des artistes superstars et du style mainstream avec les corps hyper bodybuildés, hyper sexualisés, c'était aussi l'époque de pas mal d'extravagance en termes de goodies et de gimmicks dans les sphères industrielles de la bande dessinée. Notamment, il y avait avant Netflix, avant les jeux vidéo en masse et avant tout ça, il y avait les cartes à collectionner. C'est Marvel qui avait notamment sorti plusieurs sets de cartes à collectionner autour de ses héros et de ses vilains, et qui a priori fonctionnait très bien parce qu'il y avait des cartes qui brillaient, des cartes avec des effets métallisés, des choses comme ça. Et en fait à l'époque aussi, dans les années 90, au début des années 90 même, les X-Men c'est la locomotive la plus forte de Marvel, de l'industrie même, ouais, c'est ça. 8 millions d'exemplaires pour X-Men 1 de Jim Lee fameusement, en 92, et 4 millions pour la X-Force de Rob Liefeld. C'est ça. Et donc, après avoir sorti 2 sets de 162 cartes, Marvel avait demandé en fait à Jim Lee de s'occuper de faire un set d'illustrer un set complet de cartes sur les X-Men. Donc 105 cartes en tout, qui sont restées cultes pour le coup. Alors je sais pas s'il y a des gens qui en possèdent parmi celles et ceux qui nous écoutent. Ça me ferait d'ailleurs, je serais très curieux de savoir si parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y en a qui ont certaines de ces cartes. Mais en tout cas, si jamais vous ne les aviez pas, mais que vous voulez savoir à quoi elles ressemblaient, et ben en fait, Huggy Menin sort donc un ouvrage qui s'appelle tout simplement les X-Men Trading Cards de Jim Lee, et qui compile en fait dans un petit livre. Donc c'est leur collection Petit Pop, c'est des livres qui sont en petit format, donc ça doit faire, je sais pas, peut-être 10-15 cm de haut, c'est pas très grand, tu vois, ça tient vraiment c'est un petit bouquin, ouais. Petit bouquin de poche, mais assez épais, c'est 272 pages en cartonné, et donc il va regrouper en fait l'ensemble des cartes recto et verso qui avaient été éditées à l'époque, avec traduction des textes et tout ça, donc que ce soit les héros, les alliés, les super vilains, les équipes, les anciens X-Men, donc vraiment les 105 cartes qui sont présentes dedans, avec en outre une petite préface de Ed Piskor, ce qui est toujours plutôt sympathique, et aussi en fait un avant-propos en fait de Bob Budiansky, qui était éditeur à l'époque chez Marvel et en fait qui a supervisé, qui se rappelle en fait, qui raconte vraiment, c'est sur une vingtaine de pages quand même, qui raconte toute l'histoire de comment ils avaient fait pour quand ils avaient demandé à Jimmy de faire ses cartes, c'était quoi le défi et tout ça, comment ils avaient réfléchi au truc. Donc c'est plutôt une forme de petite bulle de voyage dans le temps en fait, qui vous permet de revenir à cette époque-là. Je pense que le bouquin, ça vous coûtera toujours moins cher qu'essayer de vous procurer le set de cartes complètes qui en a, il doit partir à prix d'or, et surtout que l'état des cartes doit pas toujours être incroyable. Mais voilà, c'est de la collection Petit Pop, donc c'est vraiment des livres à petit format qui sont assez sympathiques. Ils avaient notamment réédité, et là c'est plus disponible en rayon, ils ont plus de stock, les mini comics Masters of the Universe, dont on avait parlé dans le podcast sur cette licence, sur les maîtres de l'univers, avec Joe Hume et Marc de CloneWeb, où justement c'est les mini comics qui accompagnaient les toys de l'époque. Et en fait ils avaient eu la très bonne idée de tous les
compilé dans un bouquin. Et donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a une version anglaise aussi qui sort de ce livre, mais qui sort en juillet. Donc on a même un petit peu d'avance pour ce format. Donc c'est disponible en librairie. C'est pour la somme de 19,95 € et je pense que les fans et nostalgiques, ou même les curieux et curieuses, pourront y trouver leur compte. C'est plutôt pas mal fait. Autre nouvelle qui nous intéresse du côté de la VF, c'est l'annonce du retour de Lowrider. C'est donc l'anthologie de genre qui est éditée par le label 619 et qui fait suite à Doggy Bags depuis que le label est passé aux éditions Rue de Sèvres. Lowrider, on vous en a quand même pas mal parlé sur le podcast. On a même fait une table ronde qui est devenue un podcast ensuite, puisqu'on l'avait enregistré sur place, où on avait fait une rencontre avec toute l'équipe créative du premier numéro. Et donc là, en fait, on sait que le tome 2 arrive au mois de septembre, c'est pour le 21 septembre 2022, et on en sait un petit peu plus sur les équipes créatives, puisque on sait qu'au sommaire il y aura une histoire de Petit Rapace qui avait fait c'est décédé ce doigt. Petit Rapace. Bah oui. Donc Petit Rapace qui avait déjà dessiné en fait une histoire sur l'anthologie Doggy Bag sur le dernier numéro, sur le numéro 17. On a un récit avec Run, Guillaume Singelin et Pivoine, qui est un nouvel artiste en fait, qui est parce que comme Doggy Bags, Lowrider va à la fois faire travailler les copains, les gens qui sont déjà bien installés, et offrir un peu une forme de pause récréative aux membres du label 119, mais aussi l'idée c'est d'aller recruter la nouvelle génération, les artistes de demain. Donc là, ce sera le cas là-dessus. Et la troisième histoire, c'est Run Toujours, qui ne chôme décidément pas, avec Ludovic Chéneau, qui est donc l'illustrateur du très bel album Frankly, l'après Alcatraz. Donc voilà, ça sera les trois équipes à retrouver pour ce Lowrider. Et puis on a hâte d'en voir plus, tout simplement, d'essayer de voir une petite couverture des premières planches et voir à la limite si Rue de Sèvres et le label 119 referont quelques petits événements ou quelques petites folies pour accompagner la sortie du deuxième numéro de cette anthologie. Nouvelle cassette audio. Peut-être, je sais pas. Genre ils font vraiment un concept à chaque numéro, une cassette, et à chaque fois le ticket d'or. De toute façon, ils ont déjà dit qu'ils voulaient continuer à faire des explorations musicales, et on sait que ça va continuer d'être le cas. Et puis en même temps, quand ça permet d'avoir des collabs comme avec Toxic Avenger, on va pas s'en plaindre. On va pas, tu vois ça, Arnaud. Tu l'as vu, vinyle, comme il est beau? Ouais, il est beau, je l'ai pas vu, mais je pense qu'il est beau. Je te le montre, il est là-bas. Allez, Corentin, un petit avis là-dessus, ou on passe? Il y a pas forcément de commentaires à faire, si tu veux. Non, je suis content, j'ai hâte de lire ça. Tout simplement, il n'y a pas grand chose effectivement à dire, à part que c'est juste continuer à exister, et toute confiance dans nos amis de 619 pour continuer à réinventer la BD de demain. Voilà, et pour vous dire que tous les épisodes, d'ailleurs, en parallèle, que tous les épisodes du Mutafukast volume 1 sont disponibles en ligne pour retracer toute la première grande partie de cette saga. Et on vous l'a peut-être déjà dit par l'écrit, mais le Mutafukast reviendra très prochainement. Ce sera le Mutafukast volume 2 pour faire comme MFK2. On copie la chose, mais voilà, pour aborder la suite de la saga en compagnie de Run, ça reviendra très prochainement. Et bien entendu, vous savez qu'il y a d'autres BD qui arrivent chez Rue de Sèvres encore cette année, et donc ce sera tout autant l'occasion de multiplier les podcasts en compagnie de nos copains. Ensuite, Corentin, du côté de Urban Comics, deux petites annonces aussi pour juste dire ça sort, faites d'attention à votre calendrier et préparez vos économies, d'une part, et franchement ça a mis longtemps à sortir en VO, donc c'est aussi normal que ça n'arrive que maintenant chez Urban Comics, que cet automne chez Urban Comics. C'est le Batman Catwoman de Tom King et Clayman. Ouais, tout à fait. Alors effectivement, c'était censé être le baroud d'honneur ou la conclusion symbolique du run de Tom King, qui devait durer 100 numéros, qui s'est arrêté un peu avant. 85, voilà. Donc une maxi en 12 numéros, avec Clayman effectivement, qui revient sur à la fois le passé, le présent et le futur du couple Batman-Catwoman, et même quelque part du trouble Batman, Catwoman et Joker, puisque c'est effectivement, pour celles et ceux qui se posent la question, est-ce que Joker est amoureux de Batman? Pour Tom King, oui, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Donc on va les prendre à différents moments de leur histoire, en intégrant aussi l'intrigue de Mask of the Phantasm, le long métrage de Paul Dini et Bruce Timm, qui du coup est rendu canon pour de bon, avec... On va pas spoiler. Quelques libertés. Voilà, c'est ça. Il y a des libertés qui sont prises. Il y a aussi un engagement beaucoup plus personnel et familial qui est donné au volume. Ça reconnecte aussi avec ce qu'il avait fait dans les annuals, où on voyait justement l'avenir de ce que deviendrait le couple Batman-Catwoman. On sait comment la vie de Bruce Wayne va se terminer. Mais c'est quand même cool de retrouver Andrea Beaumont dans... Tout à fait, ouais. Alors moi, très bonne histoire au demeurant. J'avoue que j'ai un peu eu du mal au début, notamment à cause des dessins de Clayman, qui je trouve un dessinateur qui a des problèmes avec les corps féminins, voilà, tout simplement. Mais ça reste effectivement assez esthétique, ça reste bien écrit, bien narré.
même si on peut douter du fait que ce sera vraiment la conclusion du travail de Tom King. Au niveau canonique, c'est sûr, puisqu'après ça, il y a plus vraiment d'histoire de Batman qu'il pourra écrire dans le très lointain futur. Par contre, on sait qu'il est déjà revenu pour Killing Time, on sait qu'il reviendra pour Oui, mais Killing Time, c'est pareil, c'est une petite récréation, c'est sans prétention, c'est même anecdotique, non, ce que je veux dire, en fait. c'est qu'il va pas s'arrêter là-dessus, tu vois. Enfin, il y aura probablement d'autres histoires, soit avec des Robins, soit avec l'éventualité de l'héritière de Batman et Catwoman qui est posée dans cette histoire-là. En tout cas, voilà, c'est très cool que ça arrive. Voilà. Je sais pas, une analyse sans spoiler, c'est compliqué. On pourra qu'on en parle en Back Issues. Bien sûr, on en reparlera dans les Back Issues quand ça sortira cet automne. Mais voilà, c'est un ouvrage sur lequel vous pouvez déjà vous dire, celui-là, je le mettrais bien dans ma pile à lire. Oui, c'est vrai que les gens parlent comme ça quand ils voient un ouvrage qu'ils ont envie de mettre dans la bah oui, non, mais non, mais c'est maladie, tu sais, t'es comme ça, t'es en train de parler normalement et tout ça, puis d'un coup, tu vas sur tes sites pour regarder les trucs qui sortent, tu fais, ça, j'aimerais bien. Sérieusement, il a dit ça? Attends, je vois un truc sur Comics Blog. Celui-là, je le mettrais bien dans la pile à lire. Ça. Mais regarde, t'as vu? Et le mec qui te répond en face, oui, t'as raison, la pile à lire. Oui, la pile à lire. Faut mettre des comics dedans. Il dure une demi-heure comme ça, après, il se retrouve à parler normalement. Il fait, je vais mettre plein de comics que j'aurais pas le temps de le lire, mais je vais les acheter quand même. Parce que et donc, l'autre album, Arnaud, qui je suis consumériste, Corentin. Oui, je sais. Oui. Alors, l'autre album, l'autre sortie importante, et celle-là, pour moi, c'est un petit peu un signe que Nature, tu sais, on disait dans le monde après le confinement que Nature is healing, tu vois, parce que les choses revenaient à la normale. Et là, quelque part, il y a un album de Sean Murphy qui sort en octobre chez Urban Comics avec la perspective, de le voir invité à la Comic-Con de Paris. Sauf qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de Comic-Con de Paris, il sera pas à la Comic-Con de Paris. Mais du coup, ça me faisait, pendant toutes les dernières années, en fait, les Sean Murphy sortaient en octobre parce que je crois que voilà, il y avait des projets souvent de le ramener, ça ne s'est jamais fait. Mais peut-être que je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mais en tout cas, en octobre, c'est pas du Batman White Knight, cette année. Par contre, c'est son dernier titre en creator owned qui s'appelle The Plot House, qui s'appellera juste Plot House pour la version française, qui avait été financé sur la plateforme Indiegogo. Il y a une version imprimée qui a des fachos. Pardon, excuse-moi, continue. Non, mais en fait, ça m'embête parce que de toute façon, toutes les plateformes sont utilisées par des fachos. Oui, c'est vrai. Mais à l'époque, quand même, c'était un peu celle qui s'était spécialisée dans à l'époque, ce qui nous avait fait lever un sourcil. Interrogateur. Ça n'empêche rien de la qualité de l'album, évidemment, ni des convictions éventuelles de Sean Murphy, qui n'a jamais manifesté de théorie particulière. Non, après, il a quand même eu parfois des accointances avec certaines personnes de ce qu'on appelait le Comics Gate, effectivement, et qui fait que plusieurs, il y a toute une partie de la communauté qui préfère ne pas forcément soutenir, en tout cas, ce qui est sur cette plateforme. Mais en même temps, c'est normal, vu qu'elle a quand même hébergé, effectivement, des projets de plein gros sacs à merde, pour dire les choses telles qu'elles sont. Mais ouais, il avait fait des couvertures pour des projets qui étaient Comics Gate et tout ça. Mais après, il y a aussi ce côté, après, c'est pas le sujet, quoi, parce que j'avais demandé à, je sais plus à quelle personne qui avait fait justement un projet sur Indiegogo, je lui ai fait, mais pourquoi t'es pas sur cette campagne? Et qui m'avait juste dit, ouais, mais c'est parce que d'un point de vue montage financier, c'était plus intéressant pour moi. Et après, je lui ai fait, mais t'es au courant qu'il y a aussi ces gens-là qui sont dessus? Il fait, ah, non, et tout. Ah, merde, non, je suis pas du tout au courant, machin. Donc, en fait, c'était Bengal à qui j'avais demandé. Okay, tu vois, je lui avais dit, mais pourquoi t'es passé là-dessus? Par contre, c'est vrai que, comme tu dis, il y a effectivement peu de chances de trouver la moindre plateforme de financement où il n'y a pas au moins un contenu problématique, tendancieux, etc. Le fait est, en tout cas, que c'est la nouvelle création originale de Sean Murphy. Yes. Je pense que c'était utile de faire ce rappel pour celles et ceux qui se poseraient la question. Et ça parle simplement, en fait, c'est une mise en abîme de la narration en fiction, on va dire, puisque c'est l'histoire d'une équipe de personnages qui est envoyée dans les histoires, justement, qui partent un peu en vrille, pour remettre les intrigues sur de bons rails. J'adore le terme qui a été trouvé déjà pour la VF, c'est les incohérents. Ouais. C'est avec un tiret R dans les incohérences, du coup, c'est très bien comme trouvé. Raoul Fulgurex, une BD franco-belge très bizarre avec Tintin alcoolique. Okay. Trouvez ça sur Google si ça vous intéresse. Mais ouais, du coup, c'est court par contre, je crois. C'était 88 pages au départ, le Indiegogo. Il a peut-être atteint le palier. Non, ça doit être un peu plus parce que là, c'est annoncé pour 152 pages. Donc, donc tous les bonus qui vont avec. Ouais, j'avoue que je suis assez curieux. Bah non, on l'a forcément pas lu, puisque c'était effectivement accessible que aux backers. Moi, j'avoue, j'ai pas backé. Donc, je suis assez curieux de voir ce que va donner Sean Murphy à l'écriture d'un nouveau projet original, puisque récemment, si on met de côté les Batman, il y avait vraiment que Punk Rock Jesus et Off-Road. À part ça, qu'est-ce qu'il aurait écrit tout seul? Rien. Tout seul, non, ouais. Ouais. Donc voilà, bon, si vous êtes fan de ces Batman, a priori, il ne sera pas grand-chose à voir. On avait vu sur les visuels qu'il y avait beaucoup de personnages qui avaient l'air de venir de mondes différents.
un peu Conan le Barbare, un peu Naruto, Attends, ouais. voilà, enfin Naruto qui était la référence la plus évidente, un peu aussi steampunk à la Lady Mechanica. Donc voilà, il va prendre différents grands archétypes de la fiction populaire, on va dire, pour les mélanger et faire un truc un peu barré, un peu délirant. Moi, je suis curieux, j'avoue, je reste fan du trait de Sean Murphy à défaut d'être fan de l'individu. Les White Knight, voilà, encore une fois, j'ai beau ne pas être d'accord avec lui sur plein de trucs, ça reste des bonnes BD. Et on sait qu'en France, de toute façon, on n'a pas besoin de vous dire, allez l'acheter, c'est Sean Murphy, puisqu'il y a une énorme communauté de fans de Sean Murphy dans notre beau pays. Ouais, tout à fait. Mais je me rappelle même qu'on s'était dit à l'époque pourquoi est-ce qu'il passait par du financement participatif alors que techniquement Sean Murphy il a qu'à dire bonjour et les gens lui disent oui, bien sûr, on en fait une BD. Ouais, mais du coup, il partage pas le pognon de la même façon. C'est peut-être pour ça, mais après il en vend plus aussi, je pense. S'il passe par un éditeur avec une meilleure distribution, une meilleure impression, à mon avis, il peut se faire plus de thunes, mais bon, à voir. Mais en tout cas, c'est vrai que, à mon avis, il a privilégié l'option où il gagnait le plus d'argent. Enfin, je le connaissant un peu, et puis de toute façon, il continue de travailler chez DC où il est payé, à mon avis, assez cher. Non, mais voilà, après, quelque part, tant mieux que ça arrive en France, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets de crowdfunding pour lesquels ce n'est pas le cas, malheureusement. Ouais, puis bon, en somme, c'est Urban sur sa page qu'il a annoncé comme une exclusivité mondiale. Ce qui techniquement est vrai en termes de droit d'édition, puisque pour l'instant, ça n'a pas trouvé encore de... ça a été auto-publié, quoi, mais ça n'a pas trouvé de... C'est pas allé chez Image, chez d'autres maisons d'édition aux États-Unis, donc c'est vrai que on a ce petit privilège, en tout cas, apparemment. Non, on sait que Sean Murphy, de toute façon, aime beaucoup le travail d'Urban Comics depuis toujours. Allez, Corentin, on continue du côté de la VF. C'est toujours avec, là, je vais te laisser la parole pour nous présenter une réédition du Bloodstar de Richard Corben et Robert E. Howard chez Delirium. Ouais, tout à fait. Alors bon, là, pas besoin de vous expliquer à quel point Delirium est fan du travail de de Richard Corben. Enfin, Howard aussi, probablement, hein. Donc Delirium, petite boîte dédiée à l'édition de comics underground, notamment pour 2000 AD et pour Eerie and Creepy, donc ici Comics, qui va effectivement ramener ce que beaucoup considèrent comme étant l'un des meilleurs albums de Corben, même si on n'aime pas forcément le trait ou le style de Corben. Là, en l'occurrence, il a tendance à faire l'unanimité. Donc Bloodstar, c'est l'adaptation d'une nouvelle en fait de Robert E. Howard qui avait été publiée dans un magazine, je crois Weird War Tales ou Weird Tales quelque chose, qui a été ensuite transportée au format BD un peu étendu avec des planches dessinées et beaucoup de textes en prose aussi. Donc c'est vraiment, donc c'est en 76, on est à l'époque où on commence à réfléchir un peu le format roman graphique, où Will Eisner est passé par là et où tout le monde se dit un roman graphique c'est une partie roman, une partie dessinée. On n'est pas du tout dans le côté marketing d'un album en fait un peu prestigieux qu'on pourrait vendre aux fans de littérature ou dans la grande distribution des librairies. Donc la nouvelle s'appelle The Valley of the Worms et l'éditeur de l'époque The Morning Star Press. Alors s'il est considéré effectivement comme un indispensable de la bibliographie de Corben, c'est pas forcément très évident à trouver aujourd'hui puisqu'il a été édité une seule fois par alors c'était Métal Hurlant je crois, enfin les Humano Associés, dans les années 80 en couleur en plus, alors que l'édition originale était en noir et blanc, et plus vraiment depuis. D'après Laurent Lerner de Delirium, c'était même devenu quasiment introuvable. Donc ils ont travaillé longtemps avec les ayants droit. On sait qu'ils ont un très bon rapport avec la fille de Corben, avec qui ils ont bossé justement pour éditer Murky World en exclu mondial avant les Américains, et aussi pour la réédition de Monde Mutant. Très très belle réédition d'ailleurs, achetez-la si vous pouvez, c'est vraiment beaucoup mieux justement au niveau du travail des couleurs et tout. Donc là ça restera quand même du noir et blanc. Ils ont travaillé avec José Villarrubia qui va quand même passer une couche de peinture dessus. Si vous avez écouté le podcast que Arnaud a fait avec lui, vous savez que Villarubia est un grand pote et un grand fan de Corben, enfin était parce que maintenant voilà Corben est mort, et qui va donc passer un coup de polish on va dire sur les planches. On sait pas exactement comment, s'il va juste ajouter des détails ou mettre un coup de propre ou donner un effet colorisé à du noir et blanc, c'est possible, hein, c'est même très faisable. Pour du coup une version mondiale, une version exclue mondiale, pareil encore une fois de l'album, qui n'intéresse plus vraiment les ricains. Je sais même pas qui a les droits aux États-Unis, je sais même pas si c'est encore réédité aux États-Unis. Et c'est quand même dommage parce qu'effectivement c'est bon, moi j'ai la chance de le lire, hein, Bloodstar, ça parle d'un monde post-apocalyptique en fait où l'humanité redevient tribale. En fait, simplement, ça commence par un scientifique qui prévoit l'avenue d'une météorite qui va faire dérégler le climat et tout. Tu veux quoi, Tribal King, c'est ça? C'est ça, sérieux? Putain, je l'ai trop vu venir, incroyable. J'allais dire, c'est de là que viennent les Tribal Kings. Oui, bah oui. Coup, putain, d'ailleurs, dans ce monde-là. Et vu leur chanson, vu leur chanson, c'est clairement post-apocalyptique. C'est très Corben, en plus, comme truc, comme chanson. Donc, voilà. Que te dire? Donc oui, effectivement, c'est un scientifique qui va venir l'avenue d'une météorite qui va changer les comportements humains. Énorme ravage, catastrophe naturelle, etc.
Et on retrouve un guerrier dans une tribu qui va partir à la chasse et rencontrer une nana et tout. Et ça, c'est 2023 en fait alors. Et oui, c'est en 2024 même. Tu vois, peut-être, ouais. Parce que l'année prochaine, c'est les catastrophes. Et après, on redevient Tribal King. Okay. Du coup, on bougera nos fesses et tout. En chassant. Dans la nature. Il faudra qu'on oublie nos complexes. Mais... Exactement. Donc ouais, voilà, c'est une très bonne histoire. Vous pouvez trouver des résumés plus développés sur la page de Delirium qui a fait de Laurent Lerner, qui a fait un très long post, et on voit que ça lui tenait à cœur. On voit que c'est un projet qui le passionne. Il y aura une campagne de crowdfunding que là, pour le coup, je vais backer avec enthousiasme et appétit. Donc pour juste préciser un truc, parce que je sais quand on a fait la nécro de Corben et même quand on en a parlé en podcast, beaucoup de gens nous disent c'est un style avec lequel je n'arrive pas à accrocher parce que c'est du cartoony caricatural, mais en même temps c'est très réaliste au niveau des morphologies, des musculatures et des couleurs qu'il utilise, parce que Corben a vraiment réinventé la couleur pour faire un truc vraiment très photoréaliste. Là, en l'occurrence, il est vraiment au début de sa carrière. Il n'a pas encore trouvé son footing définitif. Il n'est pas dans ce côté du tout caricatural qu'il aura beaucoup plus tard sur Murky World, par exemple. Même au niveau du sexe, c'est une BD qui est assez propre par rapport à ce qu'il a fait plus tard. Il y a des paires de nichons qui se baladent. Évidemment, on est chez Corben, mais c'est pas Den. Hein, voilà, pour ceux qui voient la scène de fin de Den avec la grande sorcière qui fait une pipe au héros. Voilà, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Ça reste très sérieux, très noir. Très désespéré, parce que c'est aussi une des formes du style de Corben, et c'est vraiment une BD que moi j'aurais vraiment plaisir à relire, parce que je ne l'ai lu que dans des éditions assez dégueu. Et puis juste pour encourager vraiment, ah oui aussi, j'ai oublié de le dire, il voulait récupérer le François Truchot, traducteur originel de l'album, qui malheureusement est mort, mais qui a eu le temps de signer une préface parce que ça a mis très longtemps à développer ce projet, qui sera du coup intégré à l'album, et il y aura les pages de script, il y aura les pages de bonus, il y aura probablement un guide de comment Villarubia a un peu remasterisé la BD. Ouais. Donc franchement voilà, la passion c'est génial, et moi vu que je suis dans cette case de fan de BD underground bizarre, je vous incite à nous rejoindre, parce que vous verrez, on a beaucoup de bons albums et il n'y a pas que Batman dans la vie. En attendant, Corentin est tout seul dans son club, donc c'est pour ça il faut vraiment. C'est un peu ça. Hein, il faut un peu lui dire. C'est pas Arnaud qui va me rejoindre. Hein. Il faut quand même savoir que j'ai dû faire un pari avec Arnaud pour qu'il se mette à lire du Judge Dredd. Pari que j'ai gagné. Hein, je tiens à dire. Non, parce que je l'ai lu. Non, on avait dit trois trucs. Non, mais il y avait trois trucs. J'ai lu Judge Dredd et même si j'avais gagné du coup le fait que je le lirais, je t'ai laissé l'album après. C'est très gentil, merci Arnaud. Est-ce qu'on refait un pari pour le top 7? Parce que j'ai un non. Parce que je lirais non. Allez Corentin, on continue, mais je les reçois pas donc je sais. Pas. On continue donc je disais avec quelque chose d'un peu plus mainstream. Hein, parce que Richard Corben, géant de la BD, qui tout réinventé, underground, Mobius, l'artistique, science-fiction, les nichons, voilà, on s'en fiche un peu quoi. Nous on est là pour parler de. Tu t'en fiches des nichons, de trucs de. C'est pas le propos, Corentin, c'est pas le propos, mais ce qu'on aime nous, c'est l'art mainstream quoi, ce qui est populaire en fait, ce qui plaît à tout le monde, parce que comme le dit l'adage, si ça plaît à tout le monde, c'est que c'est forcément bien. Mais bien sûr, c'est logique. La preuve. Regarde la patte patrouille. Voilà. Ou autre, il y a plein d'autres exemples. La K-pop. Voilà, la K-pop. Les One Direction. Non, attends. Justin Bieber à l'époque. Les jeunes de nos jours. C'est vrai qu'on va passer pour des gros boomers. Corentin. Fortnite, c'est tellement bien. Meta, les NFT, les cryptos. Fortnite X Marvel. Si. Pour récupérer les griffes en adamantium. Ouais. Youpi. Et on va live streamer. Oui. Sur Oculus Rift, je sais pas de quoi je parle. C'est clair. Tu sais, générateur de mots tu sais, les mecs qui essaient d'écrire des adolescents mais qui arrivent plus du tout. Je crois que nous, clairement, faut qu'on aille faire 2 semaines dans un lycée avant c'est l'algorithme qui écrit nos podcasts. Voilà. Donc, je disais, pour le mainstream, et que c'est quand même une bonne nouvelle, parce que le podcast de Spotify, Batman Unburied, a été renouvelé pour une seconde saison. En français, ça s'appelle Batman Autopsy. C'est une adaptation réalisée par Douglas Attal sur une traduction de Jérémy Manès et avec pas mal de grands noms de la comédie française, comme donc Dali Ben Salah pour faire Batman. Il y a André Dussolier qui fait le Dr Hunter. Le docteur. Le docteur Hunter va vous recevoir. Batman. Ouais, c'est ça. Donc aussi Anaïd Rosam par exemple, Anna Girardot, voilà, donc tout ce beau monde, Cédric Sigris qui fait un petit caméo dedans, effectivement. Calendar Man.
Et donc, voilà, le podcast, a priori, c'était quand même une grosse entreprise née d'un accord entre DC Comics et Spotify au niveau mondial, puisque ça a quand même été adapté dans 9 langues différentes, en comprenant donc la version originale. C'est plus de 15 marchés différents aussi, dans lesquels en fait le podcast s'inscrit en top pendant ces semaines de diffusion. Donc là, les 10 épisodes sont disponibles sur Spotify pour la version française, et on vous encourage à écouter parce que c'est quand même assez. Enfin, moi, je trouve que c'était une expérience assez bluffante en fait. Tant dans la narration que dans le sound design et tout, que c'était vraiment plutôt plaisant à suivre. Et donc d'ailleurs, normalement, peut-être potentiellement un petit Super Friends qui se préparerait avec le cast, je sais pas, on essaye de faire ça, mais en tout cas déjà bonne nouvelle parce que ça a été renouvelé, donc de quoi explorer les pistes laissées en suspens à la fin de cette première histoire, qui voyait donc un Bruce Wayne dans une forme de réalité peut-être alternative, dans lequel il était en fait médecin légiste à la morgue de l'hôpital de Gotham City, et il enquête sur les meurtres commis par un monsieur qui s'appelle le Moissonneur et qui tue ses victimes puis prélève des organes dessus. C'est un peu glauque, clairement. Donc le script original, c'est de David S. Goyer, et ensuite ça se développe et on découvre en fait qui est vraiment le Moissonneur, enfin pourquoi il agit, qui est derrière tout ça et qu'est-ce que c'est et pourquoi on n'a jamais vu Bruce Wayne et Batman dans la même pièce, même dans ce podcast qui est quand même un petit peu particulier, quoi. Bah ouais, et qu'on les a pas entendus dans la même pièce non plus. Aussi, on ouais. peut pas les voir vu que c'est de l'audiophonie. Tout à fait. Et voilà. Donc voilà. C'est cool, tant mieux, je suis content. Une bonne nouvelle. Une bonne adaptation française. Merci la France et le camembert. C'est ça. Et vive la République. Corentin, on passe du côté de la VO maintenant avec une première annonce qui nous intéressait. En tout cas, moi, que j'avais envie qu'on en parle. Pourquoi? Parce que c'est chez Boom Studios, qui a un titre qui s'appelle Briar, qui arrive. Briar, ouais, mais moi, je le dis à l'anglaise, Briar. C'est comme Brian, mais avec Where un is A. Briar? Donc, where is Briar? Briar is Elle est not dans le donjon. Voilà. Briar is in the dungeon. Wow, quelle anglophonie. Donc Briar, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle série de Christopher Cantwell. Voilà, et Christopher Cantwell, on aime bien. Avec German Garcia au dessin, qui était passé par la série Khazar, qui était une très bonne série d'ailleurs, de Marvel. Étonnamment, moi qui n'aime pas Khazar, j'ai trouvé ça cool. Oui, donc c'est l'histoire en fait de La Belle au Bois dormant, si n'avait jamais reçu le baiser libérateur du mec qui venait lui faire un bisou pour la réveiller, et que en parallèle de ça, le monde s'était engouffré dans une sorte d'apocalypse un peu noirâtre. Donc voilà, une lecture parodique et cynique, nihiliste, post-monde d'un conte de fées. C'est Cantwell, on est content parce que Cantwell, c'est quoi? C'est chez Coup de Fly, et puis c'est surtout Everything is Awesome, et quelques séries chez Marvel, dont Iron Man et Doctor Doom. Et Iron Man qui est vachement cool. Doctor Doom qui est sympa aussi, qui est un peu plus bordélique mais qui est sympa. Qui sont d'ailleurs édités en VF, les séries de Cantwell de Marvel. Ouais, alors le Iron Man, il est plus dans le mensuel Marvel Comics qu'en album encore, de mémoire. Ouais. Et le Doom, il est en 100%. Le Doom doit être en 100%, ouais. Donc voilà, très bon scénariste qui, comme il faut le dire à chaque fois, vient de la série Halt and Catch Fire, qui a travaillé chez Marvel Studios avant que ce soit Marvel Studios, qui un grand nom de la série télé, repéré par J. Willow Wilson, puis par Karen Berger, la reine, qui lui a mis le pied à l'étrier dans les comics. Grand fan de comics, grand fan de Spawn, grand fan justement de tout ce qui est un petit peu la sombritude et les déconstructions un peu moroses des années 90. Il avait dit à plusieurs reprises que son grand rêve serait de refaire le film The Mask avec Jim Carrey, mais de le faire fidèle aux comics de John Arcudi. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est un peu un terrain familier pour lui. En plus, il aime bien les personnages féminins. Ce sera probablement très bizarre, très labyrinthique. Ah, mais les designs, en tout cas, les designs déjà de Garcia sont ouf, je trouve. Franchement, c'est super joli. Hein. Non, mais moi, franchement, je suis content. Tout ce que fait ce mec, je suis content. Je pense que c'est un peu comme Ramvé, enfin, avec un peu de retard, hein. Un des noms qu'il faudra surveiller d'ici quelques mois, années, et qui va compter, à mon avis, dans la BD indé. Ouais. Ouais, non, et puis c'est vrai qu'il a aussi fait un truc de super-héros qui s'appelle The Blue Flame, là, ça, j'ai pas lu encore. Qui, je crois, aura une sortie VF. Il y a peut-être des annonces qui se préparent de ce côté-là, okay. hashtag teasing. Et le style de German Garcia, du coup, pour ceux qui voient pas, c'est très crayonné. C'est des contours assez hachurés, on va dire. C'est pas du tout dans le style, justement, beaucoup plus défini beaucoup plus rond d'un, Everything, Ian Colbard. Donc ouais, ça peut être une association intéressante pour justement des regarde là par exemple avec les visages un peu cassés et tout. Non, moi je suis assez c'est une annonce qui m'enthousiasme bien. Et puis Boom qui a quand même pas mal de bonnes séries toujours découvertes, hein, je suis assez content. C'est des Boom séries. Oui,
Oh, dis donc. Pas mal, hein? Notez-la chez vous. Ouais. Allez, Corentin, j'ai envie de te poser une petite question. Est-ce que tu aimes les Frosties avec du lait le matin, avec Frosties, les pétales de maïs glacés au sucre. En regardant des dessins animés? Est-ce que tu gardes un souvenir ému de cette époque? Oui, où nos parents nous assommaient à coups de sucre et après on était énervés toute la journée. Je garde un très bon souvenir de TF1 Jeunesse où il y avait les Tortues Ninja, Kawabunga le cri, des ninjas. C'est là où tu voulais m'emmener, Arnaud? Ouais, c'est complètement là. Je suis trop fort, putain, wow. Et ouais, effectivement, j'aimais bien. Tu vas être content alors, hein? Bah oui. Enfin, j'aimais bien, mais pas au point d'être nostalgique, du coup, encore une fois, à ce point-là. Tu veux peut-être, je fais l'annonce, tu fais l'annonce. Vas-y, fais l'annonce. Eh ben, écoute, IDW va lancer une nouvelle série Tortues Ninja, une mini-série, qui sera la suite ou l'adaptation du cartoon de 87 de Nickelodeon, le fameux cartoon qui a tout commencé pour les Tortues, qui était déjà un phénomène d'édition, mais à l'échelle du marché indépendant aux États-Unis à l'époque. C'est là que les Tortues ont explosé. C'est là aussi qu'elles ont commencé un peu à se fourvoyer et à renoncer à la violence au côté underground et au côté aussi vraiment, on va dire, d'Ardeville, pour devenir une sorte d'équivalent des Power Rangers, que t'es génial. Attends, je crache pas dans la soupe, c'est vraiment un super cartoon. J'ai vraiment kiffé. T'es en train d'énerver des gens, là. La VF était formidable, le générique était formidable, le Technodrome était formidable, Krang, le doubleur, était formidable, le Shredder, toujours bien énervé en mode prof de français pas content, c'était super bien. J'ai de très bons souvenirs de ce cartoon. C'est vrai que ça se barrait un peu en couille au fur et à mesure des saisons. Rappelez-vous quand la ville devenait un ensemble de fruits géants, par exemple. Non, mais il y a de l'absurde, ouais. Ah oui, il y a de l'absurde, mais c'est complètement absurde, hein. Je pense qu'à la fin, les scénaristes étaient tellement riches ou drogués qu'ils s'en foutaient, ils faisaient un peu n'importe quoi. C'est aussi un des cartoons de l'esthétique qu'on pourrait appeler post-apo présent, puisque le New York de l'époque, c'était vraiment, vraiment une ville à la Streets of Rage, justement, aux mains des punks, avec des crêtes fluo, pas possible. Tout le monde faisait du skate. Tout le monde avait des t-shirts beaucoup trop grands, les murs roses, violets, et les égouts partout. Enfin, c'était vraiment, c'était une vraie ambiance, ce dessin animé. Alors, qui c'est qui fait les comics? Arnaud Kikou. Voilà, je te pose la question et je vais meubler pendant que tu cherches. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous raconter pendant que je meuble? Oui, alors, dans le générique, on voit les tortues qui vont jusqu'au Technodrome, une scène qui n'est pas dans la série animée. Et ça a fait râler beaucoup de gens à l'époque, parce que beaucoup de gens comme moi attendaient péniblement chaque semaine pendant des années de voir cette scène qui n'est jamais intervenue. Et donc, Nickelodeon, si tu me regardes, je t'emmerde. Ok, tu m'as volé mon enfance, Nickelodeon. C'est bon, Arnaud, t'es fidèle. C'est bon, ouais. Voilà, cool. Donc c'est une série qui est une mini-série de 4 numéros seulement, hein, qui est écrite par Eric Burnham, qui avoue lui-même dans le communiqué de presse qu'il est comme toi, Corentin, c'est-à-dire barbu avec une coupe de cheveux approximative, mais surtout qu'il a grandi en regardant le... Très bien, mais je t'emmerde. Que c'est... T'es vite, avec la coupe en brosse de merde, là. Il a les nerfs, regarde, il a les nerfs, c'est incroyable. Et donc, non, mais surtout qu'il a regardé comme toi quand il était petit, alors pas sur TF1, mais aux États-Unis, mais qui regardait le cartoon Tortue Ninja en grandissant, et comme beaucoup de ces gens qui aujourd'hui ont entre 30 et 40 ans, ils n'arrivent pas à grandir, ils n'arrivent pas à devenir adultes, et donc il se dit, oh, mais qu'est-ce que je peux faire comme thérapie? Oh, je vais écrire mes obsessions en comics. Et donc après, il va recruter Tim Lattie, c'est ça, Tim Lattie? Non, Tim Lattie, L-A-T-I-E. Je pense qu'il y aurait plein de blagues à faire sur un Lattie sans sucre, s'il vous plaît, tu vois. Mais on va respecter les noms de famille. Mais voilà, c'est lui qui s'occupe de dessiner le truc. Et te retiens pas. Je travaille avec ce mec. Donc vraiment, non, mais dès la couverture, tu vois qu'il y a effectivement l'esthétique complète du dessin animé, même qui est reprise d'ailleurs dans le jeu qui vient de sortir, Tortue Ninja, Shredder's Revenge, qui est vachement bien d'ailleurs. Donc voilà. Tu prêtes ta Switch là? Ouais, bientôt. Okay. Et donc ça s'appellera Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures, donc les aventures du samedi matin, en référence bien entendu au moment de la semaine où c'était diffusé. Et donc bien entendu, il y aura quand même une offre en fait assez exceptionnelle du côté de IDW aux États-Unis, puisque pour le premier numéro, ils vont faire un pack en fait dans lequel tu trouveras à côté, en plus de ton single issue, tu auras un bol avec des céréales et un petit pichet de lait. Et ils vont même, si tu payes vraiment le prix très très fort, tu pourras même avoir ta daronne et tout qui te sert les céréales. Et dans le pack, c'est ça. Ils l'ont plié. C'est ça. En fait, elles vont un horrible délire régressif où tu te remets en pyjama de gosse comme ça. Tu peux être prêt d'un pyjama Tortue Ninja. Non, pas du tout. Ce sera juste les goodies de ce dessin animé étaient hors de prix d'ailleurs, le montgolfière et le van, c'était affreusement cher. Voilà, non, mais sinon, avait un peu crisé à l'époque. Sinon, ce sera juste 4 numéros vendus à 4 stickers pizza. 4 numéros vendus à $4 ou $5, et puis voilà, quoi. C'était France 3, en fait, je me dire. Mais bon, en plus, c'est pas forcément nouveau. Ils avaient déjà fait en comics, justement, les TMNT de la deuxième génération, celle qui était en 3 dimensions, là, qui disait Bouyashaka. De la même façon de dire que G.I. Joe, récemment, ils ont annoncé le retour d'une mini-série, G.I. Joe, Saturday Morning Cartoon Special et compagnie. Oui, c'est vrai. Il y a toujours, ça, c'est comme les séries ou les films qui
surfe sur la nostalgie des années 80-90. Il n'y a pas de raison que les comics qui ont toujours fait ça échappent à cette mode. C'est pas comme si les tortues allaient mal en ce moment et qu'ils pouvaient entre guillemets se permettre de passer pour des cyniques qui veulent piquer l'argent des nostalgiques, encore une fois. Décidément, ce terme revient beaucoup. Donc c'est chouette. Enfin, moi ça me dérange pas en fait. Et puis, Non, mais c'est pas. S'ils veulent ramener le côté un peu absurde de l'époque. Si t'en veux pas, tu l'achètes pas. Hein. C'est vrai que ça marche comme ça le monde en plus. Oui. Ouais, bien sûr. En général. Non. Allez, Corentin, on continue. T'es content toi qui n'as jamais regardé des dessins animés? Bah moi je m'en bats les couilles du coup. Arnaud n'avait pas la télé quand il était petit, faut savoir. Non, j'avais la cachette. J'avais la télé. Je n'avais jouait à la pas le console droit. en cachette. Je n'avais pas le droit de la regarder. C'est vrai. C'est beaucoup mieux. En même temps, moi je lisais des bouquins, j'avais des Lego, Ouais. je dessinais sur du papier. Voilà. C'est pour ça que je suis vachement plus épanoui que toi Je jouais aujourd'hui. avec un cerceau et un bâton. Je faisais des bonhommes de neige dans la cour de l'école. Ouais. Pendant que mes amis jouaient à la Game Boy. Bah oui. Ces gros tarés. Déjà, c'est lui qui est vexé là, ça y est, c'est lui qui est vexé. Non, mais parce que t'essaies de faire passer ça comme si c'était quelque chose de ringard, alors que ça n'est pas en fait. Tu vois, faut apprendre à s'amuser avec tout et n'importe quoi. Tu vois. Évidemment, bien sûr. Moi, je jouais Tout à fait. avec mes amis en imaginaire. On s'amusait beaucoup d'abord, ok? Tout à fait. Arnaud C'est Kiko. comme Bob l'éponge, il fait Imagination. C'est vrai que t'as un peu rattrapé plus tard la télé, toi, en fait. Bah, le jeu vidéo plutôt que ce que je regarde. Là, tiens, moi, Bob l'éponge, quelque part, c'est aussi un peu ma génération. J'ai jamais regardé vraiment. Mais moi, j'ai regardé sur le tard. Hein. J'ai regardé Ouais. quand j'étais limite à la fac. Hein. Et quand t'as découvert les doublés. Non, au lycée. Le premier film Bob l'éponge, incroyable. Vraiment. Non, mais je te jure. Oh, la fête des En plus, comics, toi- Bob l'éponge pour Arnaud. Non, mais en plus, toi qui aimes les blagues sur les chauves. Non, mais faut que tu le regardes, vraiment. Il y a un truc avec les. Franchement, c'est incroyable. Je te jure. Toi qui aimes les blagues. Ce call-out affreux, là. Mais non, Qui aime mais les blagues sur les chauves. t'as le roi Je d'Atlantis. respecte toute capillarité. Non, mais t'as le roi d'Atlantis qui est dégarni, enfin, qui est chauve, et du coup, quand il enlève sa couronne et qu'il y a son crâne, qui lui, en fait, ça émet tellement de lumière, et du coup, t'as les autres qui font chauve. Et leurs yeux commencent à brûler et tout, parce que ça, c'est incroyable. Ça a l'air incroyable. C'est trop bien. Allez, Corentin, on passe à l'actualité suivante. Hein. C'est fini de la pause rigolade. Là, allez, redevenons sérieux. Imagine-toi, Corentin, ferme les yeux, vous y êtes. Oh, oh, je suis Conan le barbare. Totala, je me promène dans la forêt. Oh, Vous avez pas dit trêve de blague. oh, mince, la maison de Marvel, elle est fermée. Eh merde. Je ne peux plus rentrer dedans. comment? Comment je vais faire pour retrouver une nouvelle maison? Toc, toc, toc. fiche. Donc voilà, c'était. Ah, ça merde, c'est déjà arrêté, j'étais curieux d'aller voir où ça allait. Donc, Titan Comics récupère les droits d'édition de Conan le Barbare et de toute la bibliographie de Robert E. Howard, le mec qui a écrit le roman graphique Bloodstone de Richard Coleman, bientôt chez vous. Tout est lié. Voilà, exactement. Donc, comme on l'avait dit la dernière fois, enfin, à plusieurs reprises même déjà, Marvel ne faisait que louer les droits Conan le Barbare, qui, au bout de 4 ans, ont fini par revenir à leurs propriétaires originaux, qui sont Conan Properties International et la sous-société qui se charge de dealer avec les ayants droit, enfin avec les locataires, justement, Cabinet Entertainment, avec qui Panini traite en direct, ce qui fait, oui, que c'est rigolo comme nom cabinet, Arnaud. Bravo. Donc... Mais non, mais je me dis que j'aurais pu faire comme ça, que du coup, que Conan après il fait, oh, je vais aller au cabinet. Mais bon, bref. Donc Panini traite en direct, je suis désolé. Panini traite en direct avec eux, donc il y aura pas de changement en France vis-à-vis de l'édition de Conan le Barbare en comics, précisons quand même. Donc ouais, Titan va annoncer une nouvelle série, une ongoing, qui d'ailleurs sera lancée pour fêter les 10 ans de Titan. En mai 2023, ouais. En mai 2023, effectivement. Et sont également prévus donc des séries Solomon Kane, ou en tout cas des projets Solomon Kane et Dark Agnes de Chastillon. Donc voilà, d'autres personnages de la biblio de Robert E. Howard. Comme ça avait déjà été le cas d'ailleurs chez Marvel, puisqu'il y avait eu des crossovers avec ces héros et héroïnes là. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Déjà, tout ce qui est Marvel, Conan ne sera a priori pas réédité, parce que Marvel n'a pas l'habitude de partager les fruits de son travail. Donc si vous êtes fan des séries Savage Avengers ou du crossover Serpentoire, il faut l'acheter maintenant avant que ce soit épuisé. Il est très probable Qu'est-ce que veut dire Corentin? C'est n'achetez pas Serpentoire. Oui, par contre, non, hein. mais Savage Avengers, il y a probablement des fans de Venom dans l'univers de Conan, je ne sais pas, mais voilà, vous pouvez toujours l'acheter maintenant avant que ça disparaisse. Par contre, tout ce qui est juste Conan, donc les séries de Aaron aussi, appartenaient depuis le début à Cabinet, puisque c'est qu'un droit de location, donc ils pourront le rééditer chez Titan, et ils feront d'ailleurs une réédition des archives, ils l'ont annoncé aussi.
probablement avec du Roy Thomas. Mais ça veut dire du Dark Horse, etc. que le Conan de Jason Aaron, ils peuvent le rééditer alors? Bah, a priori, ouais, c'est ce qui. Bah, regarde la Alien, douille, regarde Marvel qui réédite les comics Alien de Dark Ouais, Horse. remarque, tu vois. t'as raison, c'est ça. C'est quand c'est location, c'est le copyright appartient à l'ayant droit, pas au locataire. Alors, je sais pas exactement comment ils ont négocié ça. Ça se trouve, voilà, il faudra voir ce qu'ils comptent faire. Mais les comics Conan de Roy Thomas, ils ont été réédités ailleurs que chez Marvel à plusieurs reprises. D'ailleurs, de la même façon que les Red Sonja de Roy Thomas ont été réédités chez Dynamite quand Dynamite a racheté Red Sonja. D'ailleurs, Frank Thorne avait râlé à ce moment-là en disant que rien ne lui avait été versé au niveau cash. Et justement, on lui a répondu, mais parce que tu n'as jamais été le créateur de Red Sonja, tu n'étais qu'un artiste en work for hire, donc va là-bas chez Pôle emploi. Donc voilà, le monde merveilleux des comics, mais en tout cas, il faudra voir. Moi, j'admets que sans être particulièrement triste, je suis curieux de voir ce que pourra faire Titan, qui est pas une maison d'édition que je porte très haut dans mon cœur. Ils font les comics Bloodborne d'Alej Scott. Oui, bah voilà, les Scott sur Conan serait par exemple assez intéressant. Il faut voir ce qu'ils vont annoncer comme équipe créative. Un jour de plus dans la vie du Sumérien, il a déjà quand même pas mal migré de boîte en boîte, et puis même en France, on l'a déjà rappelé la dernière fois, il y a des comics Conan le Sumérien chez Glénat, enfin des BD même Conan le Sumérien chez Glénat. Ouais. Donc il y a quand même une offre assez large. Il y a encore une fois les comics Red Sonja qui sont quand même pas mal du tout. Il y a pas mal de bonnes séries qui ont été faites chez Dynamite. C'est vraiment un petit peu leur, j'ai envie de dire, c'est un peu leur Superman à eux, quoi, parce que c'est un peu le personnage qui est le plus mis en avant avec Vampirella. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous avez de quoi faire. Mais en France, encore une fois, ça ne va rien changer. Donc les comics, enfin je sais pas si Panini pourra rééditer, parce que vu qu'ils sont en lien avec Marvel et avec Cabinet, est-ce qu'ils pourront rééditer quand même les Savage Avengers, par exemple? Bah la question ne se pose pas parce qu'ils font pas de réimpression, donc. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, en must-have ou en deluxe ou. Ouais, mais je pense pas, du coup, tu vas pas rééditer les Savage Avengers en must-have, puisque c'est censé être justement des must-have. Donc, tout ce qui est, non, mais, non, mais soyons sérieux, non, ils le feront pas. Je les vois pas non plus faire un deluxe pour Savage Avengers, parce que non, je pense qu'il y aura pas full non plus, il y a personne. Non, ça reste des séries qui étaient anecdotiques, qui ont été éditées parce qu'il fallait quand même bien les éditer. J'imagine que Marvel leur demandait, ou que de toute façon ils voulaient le faire. Mais alors, vu qu'ils réimpriment très peu, enfin ils réimpriment mais vraiment que sur les trucs très demandés, très honnêtement je doute que Savage Avengers et ce genre de Marvelerie aient réellement trouvé un gros public en France. Donc, non, je sais pas, enfin il y a beaucoup de fans de Conan, mais à mon avis les fans de Conan en France sont plus durs que les fans américains. Non, mais justement, ils peuvent non, parce que dans ce cas je pense qu'ils feraient plus à la limite une réédition en deluxe de tout le que Conan de Jason Aaron, ce genre de choses là, mais dans ce cas là on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de problème avec Marvel, donc D'ailleurs je me suis en train de me dire que le Marvel Comics 1000 où il y a Conan le Barbare ne pourra plus du coup être éventuellement réimprimé. Ils peuvent s'arranger quand même, je sais pas. Bah non, tu payes mon gars, tu payes le droit d'éditer le personnage. Attends, mais les droits de Conan, c'est une vraie guerre hein, aux États-Unis. C'est voilà, Conan, c'est du sérieux, j'ai envie de te dire. Bizarrement d'ailleurs. C'est juste un gros mec musclé en slip quoi. Bah oui, mais il a beaucoup de fans. Il a une épée. Robert T. Howard est un mec très respecté. Bon, ça va. Non, mais nous, on n'est pas de cette génération-là, mais pour beaucoup de gens, Conan, c'est du sérieux. Hein. C'est une vraie franchise. D'ailleurs, il devrait y avoir un jour une série. Il devait sur Amazon d'ailleurs y avoir une série Conan le Barbare. Ouais, mais ils ont préféré le Seigneur des Anneaux. Oui, surtout qu'ils n'avaient pas le budget de faire les deux, à mon avis, parce que le Seigneur des Anneaux, ça a l'air quand même assez cher. Très bien. Très beau visuel des orques qui est tombé récemment. Ils ont l'air assez stylés. Corentin. Oui, c'est moi. Corentin. Oui. Est-ce que tu connais La Dernière Chasse de Kraven? Oui. C'est de Jean-Marc Desmatteis. C'est ça. Et Michael Zeck. Voilà. Est-ce que tu penses que Desmatteis serait pas en train de nous préparer une forme de suite ou de continuité de cette histoire? C'est exactement ce que je pense. Putain, tu lis dans mes pensées. Comment tu le penses? Bah, à la fin de Ben Reilly Spider-Man, la mini-série dans laquelle Desmatteis revenait sur Ben Reilly qu'il a créé, pour rappel, donc dans la continuité de ces grands auteurs qui reviennent explorer leur run de l'époque, donc dans la continuité de l'époque, la série se terminait par un Desmatteis Will Return pour The Lost Hunt. Et vu qu'il a aussi écrit La Dernière Chasse de Kraven, ainsi que sa suite, et le numéro Amazing Spider-Man 389, qui est la suite de la suite de la suite sur le caméléon. Donc, en fait, c'est un peu le triptyque de la fin de Kraven, on va dire, parce qu'une fois que Kraven meurt dans La Dernière Chasse de Kraven, il meurt pour 20 ans, jusqu'en 2009. Donc voilà, c'est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de l'âge noir, considéré comme l'une des plus grandes histoires de Spider-Man. Évidemment qu'ils allaient finir par le refaire, par faire une suite, surtout que le film Kraven arrive, donc c'est le moment.
Et donc voilà, The Lost Hunt. Mais tu penses que ce serait une suite ou pas plutôt justement, parce que The Lost Hunt, pour moi, ça me dirait plus un truc qui se passerait avant ou un truc qu'on aurait. C'est genre un truc qu'on aurait oublié dans la continuité. Voilà, quoi. Parce qu'il y a un peu de leur philosophie avec les X-Men Legends aussi, tu vois, un petit segment qu'on n'aurait pas raconté et tout. Moi, je verrais bien soit l'arrivée de Kraven aux États-Unis pour chasser Spider-Man, ou alors une réécriture de ses origines par le mec qui a écrit sa mort. Du coup, ça ferait un peu l'alpha de l'oméga. Ou plus même n'importe quoi. Enfin voilà, DeMatteis, il est encore en forme. Bon, moi, j'avoue que le Ben Reilly m'a pas non plus régalé de ouf, mais c'est sympathique de leur donner du boulot à ces grands vétérans qui on a un peu mis à la porte pendant très longtemps. Et puis voilà, l'opération commerciale s'écrit toute seule quand il y a un film qui arrive, quand c'est les 35 ans de la dernière chasse de Kraven, quand ça reste une histoire qui est super respectée. Là, on a vu que la réimpression chez Panini pour la collection Spider-Man à pas cher, ça a permis à tout le monde de se souvenir que c'était un truc qu'il fallait vraiment avoir lu. Moi, j'étais assez content de le relire à ce moment-là, d'ailleurs. Donc oui, voilà, je suis pas contre, je suis pas pour non plus, je suis content pour DeMatteis qui pourra encore remplir le frigo, quoi. Moi, je pense que ça pourrait être en plus une histoire assez subtile dans laquelle, en fait, justement, au cours d'une chasse dont on ne connaissait pas encore l'existence, en fait, Kraven s'aperçoit qu'il est un amoureux des animaux et un protecteur de la nature. C'est ça, il se dit putain, il faut que j'arrête de bouffer de la viande et que j'aille militer avec Sandrine Rousseau. Et du coup, tu vois, il fait lever de la victoire et il ouvre un compte Twitter. Vous comprendrez la vanne à la fin du podcast. Tout à fait, voilà, c'est du foreshadowing. Corentin, on continue du côté des news VO. Une belle annonce pour Tim Drake, qui a eu une année chargée en actualité, puisque il fait partie de ces héros d'une génération relativement jeune chez DC Comics. Alors bon, il est quand même né dans les années 80. Enfin, Tim Drake, ça fait quand même depuis les années 90 qu'il existe, mais disons qu'il a eu quelques développements personnels plutôt importants, puisque une relation, on va dire que depuis des années, en fait, il était sous-entendu que Tim Drake pourrait aimer autant les filles que les garçons, et c'est quelque chose qui avait donc été confirmé dans l'un des numéros de la série anthologique Batman Urban Legends, et à l'occasion là du mois de juin 2022, qui est ce qu'on appelle le mois des fiertés, donc qui vise à célébrer toutes les formes d'amour et de sexualité possibles. Tim Drake avait droit à un numéro spécial pour DC Pride, Tim Drake Special, dans lequel en fait cette histoire était republiée, où en fait il y avait aussi un appendice spécial en fait qui développe un peu plus la relation donc maintenant que Tim Drake entretient avec Bernard, son petit ami. Donc forcément les réacs de tous bords étaient là, oh non mon Dieu, un homme qui aime un autre homme, oh c'est horrible, sans comprendre que par bisexualité c'est à dire qu'il peut toujours aussi revenir à Stephanie Brown s'il le faut, puisque en fait voilà, il peut aimer les deux à la fois. Et donc maintenant il a droit à une série solo, puisque a priori l'intérêt pour le personnage s'est manifesté. Alors est-ce que c'est lié particulièrement à cet aspect de l'histoire, ou juste parce que le personnage, c'est quand même Tim Drake, c'est un Robin qui a eu droit pendant des années à une série solo. C'est l'un des très rares. Je pense que c'est le Robin qui a eu la plus longue série solo possible. Nightwing quand même. Ouais, mais sous l'intitulé Nightwing. Ah ouais. Moi je te parle vraiment en tant que Robin, tu vois. Et donc notamment parce qu'il avait eu 3 mini-séries par Chuck Dixon dans les années 90. Après il a vu ça. Toujours. C'était toujours Chuck Dixon à l'époque, mais Nightwing c'est pareil. Et après la longue série régulière. Donc voilà, mais c'est la première fois du coup qu'on retrouve depuis cette époque-là Tim Drake dans un titre Robin vraiment. Il y avait une série, il avait pas eu de, je sais plus s'il y avait une série Red Robin, je me rappelle même pas, tu vois. Je suis pas sûr. Je suis pas certain. Au 52, il y avait Batgirl, Nightwing et c'est tout. Enfin, il était dans les Teen Titans à cette époque-là. Ouais, c'est ça. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est la première série qu'il a avec le nom Robin dedans depuis pas mal de temps. Et donc, ce sera écrit justement, ce sera la même équipe créative qui a fait les histoires pour Batman Urban Legends et dans le Tim Drake Special de la DC Pride, c'est-à-dire Megan Fitzmartin à l'écriture, avec par contre au dessin ça change, ce sera Riley Rossmo. Ouais, Riley Rossmo. Et Riley Rossmo qui est un dessinateur qui a fait toutes les premières années de Infinite Frontier sur la série Harley Quinn. Exactement. Et oui, puis aussi le Légion Bendis Future State. Ouais, mais ça on s'en fiche, ça c'est pas, faut parler des travaux cool qu'il a fait. D'accord, ok, autant pour moi. Parce que Bendis c'était son Legion, c'était illisible à cause de Bendis. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre à Riley Rossmo? Bref. Bon, un bon dessinateur. C'est un bon dessinateur, c'est un très bon dessinateur. Non, c'est un garçon, je veux dire. Oui, c'est un garçon. J'ai toujours un doute. Ouais, mais enfin là, je vais un peu casser l'ambiance. Moi, j'avoue que je me fous complètement de Tim Drake. Ouais, mais toi, t'es juste là. D'ailleurs, les Robins en général, à part Damian et Dick, je pense que c'est tout ça, c'est que de la connerie. Et Jason Todd, il aurait dû rester mort, ça aurait été beaucoup mieux. Et voilà, c'est mon avis personnel.
Donc oui, non, je pense que ça connecte aussi avec la popularité de la série Nightwing, justement, de Tom Taylor, qui est devenu un indispensable et vraiment une super série. De la même façon que Joshua Williamson s'est réintéressé au cas de Damian et lui a du coup donné l'occasion de briller un peu en solo pour une série que je trouve très sympathique au demeurant. Tout le monde n'est pas de cet avis, mais moi si, tu vois, je suis de mon avis, c'est déjà pas mal. Donc oui, il y a une envie de repeupler un peu la Bat Family. C'est vrai que Tim Drake, ça a été un peu le personnage qui a le plus perdu au change dans les New 52. Ouais, par contre, parce que Damian ça, était devenu le héros de Batman et Robin aux côtés de son papa. Nightwing a eu sa série solo qui a quand même duré assez longtemps et qui en plus après a migré en Grayson, qui a été la rampe de lancement de Tom King. Batgirl a toujours été présente d'une façon ou d'une autre, et avec la Batgirl de Bernstein, c'est devenu une vedette aussi, un personnage qui a inspiré des dérivations et des clones. Batwoman, Batwoman c'est le chef-d'œuvre qu'on connaît. Donc effectivement, Tim Drake c'était un peu le perdant de l'histoire, donc c'est cool de le voir de le voir remis en avant pour ceux que ça intéresse. Moi, j'en fais pas partie, mais je suis content de voir Riley Rossmo dessiner une série régulière. Et puis, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Voilà. très bien. Je n'ai pas feindre l'enthousiasme pour un personnage sans intérêt. Non, mais je pense que ça, bah oui, mais je pense que je pense que les développements et le fait que après John Kent dans la série Superman Son of Kal-El, d'avoir quand même deux héros bisexuels qui ont droit à leur propre titre en solo et tout sûr. ça reste important d'un point de vue juste pour les représentations chez DC Comics et dans le monde des comics en général. Certain. Et puis si ça permet aux réacs homophobes d'avoir des bonnes diarrhées juste parce qu'ils supportent pas ce genre de comics existe. Votre boycott ne sert à rien, les copains, ça va continuer d'exister et en fait, fermez vos gueules. Voilà, pareil, ce genre de choses-là. Moi, je le dis toujours de façon plus respectueuse. Mais Moi voilà. non. C'est un peu notre dynamique duo à nous, tu vois. Corentin. Arnaud respecte les gens et moi je les insulte. Ça fait une sorte de karma équilibré. Sauf que c'est moi qui dois faire le SAV après, donc c'est un petit peu relou. Donc oui, pardon, je ne vous emmerde pas, mais allez vous faire foutre. Arnaud, Corentin. oui. Est-ce que tu aimes la planète des singes? Bah écoute, avec enthousiasme, j'ai envie de te répondre beaucoup. Est-ce que c'est pas un petit peu quand même la pire licence qui existe? Gueule. Tu vois, tu m'insultes aussi. Non, mais t'es relou, ça fait des années que tu fais ce running gag. Tu sais très bien que c'est des bons films, tu fais juste exprès pour m'embêter. Non, c'est pas des bons films. Putain, t'es chiant. Ils sont tellement pas bons, c'est pire. C'est tellement intelligent comme franchise de blockbuster par rapport à d'autres conneries qu'on se tape. Bah, bon, écoute, lançons pas ce débat, voilà, c'est ça. Non, je lance pas le débat, je te demandais juste si t'aimes. Insultez Arnaud dans les commentaires. Ah oui, c'est le mec qui préfère Alien Covenant à Planète des Singes 2 et 3, c'est ça? Ah, complètement. Ouais, voilà. Largement, et je sens que j'ai gagné ce débat. Je l'assume. Moi, je fais comme Amélie de Montchâtelin, je l'assume, tu vois. Ouais, bah, tu vois que ça lui a bien réussi. Allez, Corentin, c'est Marvel, Doku, qui récupère la licence Planète des Singes. Tout à fait. Ils ont dit, zut, on a plus Conan. Oh, putain. Et qu'est-ce qu'on va faire? CB, quoi, Kitchester. Oui, j'arrive. Poum. Salut les gars, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous voulez une nouvelle licence? Il parle comme Kevin Feige. Ouais, ils sont un peu les mêmes, hein, c'est un peu les mêmes, hein. Frank Miller, il parlait comme ça aussi, je crois. Non, Frank Miller, il fait, oh non, c'est très mal ce que vous faites. Bon, bah, les couilles, ils vendent des NFT, il a que ce qu'il mérite. C'est vrai, lui aussi, il va en enfer. Que ce qu'il mérite. Donc, il a fait, si on avait, la planète des singes. J'aime bien les singes. Oui. À chaque fois, il n'y a pas de fin. C'est ça qui est génial. Ça finit juste par Arnaud qui me sourit bêtement, moi, genre, t'as vu, j'ai fait des voix. Ouais. Donc, on est content. Est-ce qu'on a des raisons de s'enthousiasmer du fait que la planète des singes débarque chez Marvel? Moi, je pense que franchement, une petite série, parce que moi, je vois très bien Sebouski faire on va récupérer la planète des singes, et après on va faire Ape Avengers. Oui. C'est des Avengers, putain, et c'est tous des gorilles, et c'est trop bien. Ils ont des singes dans l'univers Marvel? Oui. Genre des gorilles la grotte ou des gorilles comme ça. Ils doivent en avoir, oui, dans les Terres sauvages, là, il doit bien avoir des... pas con, ouais. De toute façon, il y aura forcément une Savage Avengers. Mais non, mais... oui, ça, une Ape Avengers, ouais. Je te jure, ils vont le faire, en fait. Ou c'est probable. C'est sûr. Avec les Green Lantern. Il y a déjà eu un crossover avec Green Lantern chez Boom. Ouais. En fait, c'est pas qu'ils ont voulu récupérer la planète des singes. C'est que depuis le rachat de la Fox c'est une propriété, c'est la planète des singes est une propriété qui appartient depuis le début au groupe Fox. C'est eux qui ont produit la première adaptation du roman de Pierre Boulle, auteur français, monsieur, qui a aussi écrit Le Pont de la Rivière Kwai, d'ailleurs. Je crois, oui. Qui après a fait 5 films, enfin 4 films plus 1, donc 5 films, qui a donné une série télé, qui a eu un cartoon, je crois même, et puis la fameuse trilogie de Rupert Wyatt et Matt Reeves, qui a changé l'histoire du cinéma moderne à tout jamais. Extraordinaire cette franchise. Et Matt Reeves d'ailleurs, qui a fait The Batman ensuite, donc tout est lié.
Donc voilà, en fait, ça leur appartenait. Et depuis en fait le rachat, Boom Studios était encore en location des droits comics auprès de la Fox. Et comme pour Conan, ils sont arrivés au bout de leurs droits, quoi. C'est arrivé chez Marvel parce que simplement c'est maintenant une licence du groupe Disney et que le groupe Disney consacre toutes ses licences en comics à Marvel, comme pour Alien et Predator. D'ailleurs, il y a un visuel de Salvador Larroca qui a été mis en ligne pour sceller l'annonce, ce qui est un peu un red flag, hein, moi je trouve. Je sais pas pourquoi ils sont à ce point fiers de Salvador Larroca, qui qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quand même d'autres artistes sur Terre pour faire des comics à licence. Bon, moi j'avoue, j'en ai lu quelques-uns, des comics de Boom. T'en avais sur le Général Ursus, t'en avais qui essayaient d'extrapoler un peu. T'en as un qui adaptait justement le script de Rod Serling, donc le mec qui a créé la 4e dimension, qui était le gars qui a justement participé à l'écriture de la première planète des singes, mais dans une version altérée qui a été modifiée après lui. Donc Rod Serling, voilà, fameux activiste anti-guerre, et c'est lui qui a écrit la fin du film God Damn You All to Hell, où on découvre qu'en fait la planète des singes c'était la Terre depuis le début. Donc voilà, ils avaient fait ça, mais grosso modo c'était quand même de la franchise, un peu comme beaucoup de produits à licence. C'était vraiment pour les fans, pour les vieux fans même, et pas forcément un truc très nouveau, alors qu'il y a plein de trucs à dire avec cet univers. J'ai aucune confiance en Marvel pour comprendre l'intelligence politique ou sociale que ça peut couvrir comme sujet, ou même par rapport au écologique qu'on pourrait avoir à part avec ça. Je te coupe. Ouais. Depuis quand la planète des singes c'est politique? Hein? Depuis le premier film. Pas de politique Depuis dans ma roman. planète des singes. Depuis le premier roman. Moi, je veux pas. Hein, la politique dans la planète des singes, ça suffit. C'est hein, littéralement bon. une de la saga la plus politique. Non, je veux pas de politique dans la planète des singes, Corentin. Tu m'as très bien compris. Autant Okay, pour moi. ça a jamais été politique. Mais donc voilà, bon, à voir qui sera le scénariste, qui sera le dessinateur, quand ça va sortir. Rob Liefeld. Chester, il a dit ouais, ça va être trop bien, on va aller plus loin que les autres ils ont été jusqu'ici. Donc Ça voilà. va être ouf. dingo. Et ouais, voilà, pas Niclo sur la planète des singes, s'il vous plaît. Bon, les comics à licence de Marvel, moi j'avoue, pour l'instant il y a rien qui me va, donc voilà. Très bien. Si Warhammer c'est bien. Bon, enfin, le Enfin, il y a premier, une série qui Magnus Calgar, c'était pas mal, mais les sœurs de bataille, c'est un peu moins bien quand même. non Ouais, c'est un peu plus chiant, C'est effectivement. un peu moins bien. Allez, Corentin, on continue du côté de Marvel, par contre, avec l'annonce qui, toi, t'as fait, je cite, et je suis désolé pour les oreilles prudes qui nous écoutent, mais t'as fait dresser le zizi comme la tour de Pise en 42. Ce qui est quand même assez Pourquoi en incroyable comme métaphore. Pourquoi précisément en 1842. Ah, pardon. Voilà. C'est l'élévation de la tour de Pise. Je sais pas. Mais tu sais qu'au départ, elle était juste droite, elle est penchée après, tu Ouais, vois. non, mais Justement, elle peut pas être complètement droite, justement. Mais bref, on va pas parler de ton anatomie un petit peu, des gens. de ton anatomie bizarre, anatomie. mais Corentin, donc, tu es content du retour du Miracle Man cet automne avec pour l'instant C'est un vrai. one shot qui a été annoncé. Voilà, comme la tour de Pise en 42, donc effectivement, j'étais content de cette annonce. Alors, pour préciser, enfin, je vais pas refaire parce que j'ai écrit un article qui résume un petit peu l'histoire éditoriale de Miracle Man et c'est trop long et trop compliqué pour vous abreuver les oreilles avec ça, surtout si vous connaissez pas cette histoire ou que vous vous en foutez, c'est une possibilité aussi. Mais en résumé, Miracle Man, c'est un vieux personnage qui date des années 50, qui date du procès entre Marvel et, enfin pardon, entre DC Comics et Fawcett par rapport au plagiat supposé que serait Captain Marvel de Superman. Un procès honteux et scandaleux qui a fait fermer une boîte qui, au demeurant, avait aussi participé à écrire l'histoire de l'âge d'or, qui a été repris par des magazines anglais un peu underground où un certain Alan Moore arrive. L'Alan Moore en question va commencer à tout... L'Alan Moore en question... Alan Moore, Francis Alan Moore en question va commencer... C'est la version cursed d'Alan Moore. C'est Alan Moore, mais avec la mentalité de Francis Lalanne, ça va être assez terrible. Donc le Alan Moore en question va commencer à tout déconstruire à partir du principe qu'en fait l'histoire qu'on nous a racontée était un mensonge, renversement épistémologique, comme il fera avec Swamp Thing aussi, comme il fera avec beaucoup de personnages. Ça deviendra une technique d'écriture ensuite, c'est de là que tout part, en fait, c'est Miracle Man. Enfin Marvel Man à l'époque. Et puis finalement la boîte en question qui était britannique vend les droits d'édition aux États-Unis pour éviter un procès avec Marvel ou de gêner Marvel qui avait entre-temps créé, qui était apparu déjà et qui avait créé Captain Marvel. On s'est dit qu'on allait le renommer Miracle Man pour garder le double M qui lui sert de logo. Et un monsieur qui s'appelle Neil Gaiman arrive, voilà, pour prendre la suite directe du volume de Moore qui avait été abandonné en cours de route parce qu'il s'était engueulé avec son éditeur, comme d'hab. Gaiman prévoit de faire trois grands arcs de 6 numéros et malheureusement il n'en publie qu'un seul. Et après quoi, en fait simplement sans bourbe, une histoire de procès avec Todd McFarlane qui pense pouvoir récupérer les droits du personnage. Procès, ça dure 12 ans. Marvel doit financer le procès de Neil Gaiman qui finit par avoir gain de cause.
il se réconcilie avec Todd McFarlane, mais dans l'intervalle, il lui pique aussi Angela, parce que Angela est le personnage de Spawn qui a été créé par Neil Gaiman, qui a été vendu à Marvel. Comme je vous dis, c'est très compliqué, mais c'est vraiment un personnage qui est culte et qui est important dans l'histoire des comics, qui représente à la fois le côté business, le côté litigieux, le côté la relation entre l'Angleterre et les États-Unis, et qui a été écrit par 2 des plus grands scénaristes des comics qui existent. Et enfin, après 10 ans d'attente quand même, la nouvelle série Miracle Man arrive. J'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Dans l'intervalle, il y aura un one-shot d'anniversaire qui donc célèbre les 40 ans de la première réinvention par Alan Moore, où voilà, différents artistes et scénaristes vont venir, parmi lesquels Alan Moore, Jason, non. Jason Aaron, Mike Carey, malheureusement. Ty Templeton, Ryan Stegman, et une petite histoire de Neil Gaiman et Mark Buckingham, que j'ai oublié de citer, qui était l'artiste de l'époque, qui était aussi artiste sur Sandman, qui est sur Fables aussi. Voilà, c'était l'un des grands artistes anglais qui a participé à la création de Vertigo avec Gaiman. Voilà, enfin, ça arrive, je suis content. J'ai envie de te dire que c'était un truc que je ne pensais pas voir arriver, pour être très honnête. c'est complètement ouf, quoi, en fait. Non, mais toi, je sais que tu t'en fous, mais imagine, par exemple, que Ultra Mega soit annulé maintenant. Ou non, imagine Prez. Imagine, il t'annonce la suite de Prez maintenant. Ouais. Et tu t'aurais pas la Tour Eiffel en 42 ou je sais pas quoi. Moi, j'ai encore en 47. Moi, j'ai l'Empire State Building. L'Empire State Building, la Skyline, le Burj Khalifa. C'est la tour de Seattle, là. Ouais. Oui, tout à fait. Je vois très bien Arnaud Kikou. Un gros dégueulasse. Donc voilà, effectivement. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, je crois que Panini a encore des stocks. Peut-être pas, du Miracle Man qui avait été réédité vers 2013-2014. Non, je crois qu'il a justement à l'époque où Marvel avait récupéré les droits, et il n'avait pas le droit de citer Alan Moore dans les crédits d'édition, puisque voilà, c'était l'auteur original, parce que Moore ne voulait plus rien avoir à faire avec ça. Le run de Gaiman, Gary Leach et Alan Davis sur Miracle Man, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre qui est trop souvent, qui est pas assez souvent cité plutôt dans la bibliographie d'Alan Moore comme un des trucs qui sont vraiment indispensables. Ça a rien à voir avec Prometheus, ça a rien à voir avec Top Ten, ça a rien à voir avec la Ligue, mais c'est vraiment l'anticipation de son Swamp Thing, l'anticipation de son Dr Manhattan, toute la réinvention que sera Vertigo plus tard, où on prend des personnages un peu poussiéreux pour les casser, les tordre, enfin un truc un peu plus violent, un peu plus politique, etc. C'est vraiment de là que ça vient. Et il faut le lire, hein, simplement, voilà. Et pareil pour le run de Gaiman qui commençait vraiment super bien. Et puis quand même, du coup tu te dis 30 ans à patienter pour avoir la suite de cette putain d'histoire. Donc vous foirez pas les gars, j'ai confiance, vous foirez pas les gars. Et merci à Marvel quelque part, qui a quand même été assez sympa pour le coup, parce qu'ils ont vraiment racheté Miracle Man par amitié envers Neil Gaiman. Ils l'ont jamais exploité dans aucune série. Ils ont juste fait un petit numéro par-ci par-là pour dire ça existe encore, rappelez-vous. Mais ils ont pas fait justement comme DC avec Promethea ou avec Tom Strong ou quoi, en essayant de le récupérer sans l'accord de l'auteur original. Et donc, quelque part, il y a même un petit côté mécénat chez Marvel qui vraiment s'est dit, écoute, il y en a marre de ce procès, nous, on rachète le personnage au créateur original, donc en plus, c'était assez propre, et on attend que Neil Gaiman soit prêt. Ils ont attendu 10 ans, Neil Gaiman est prêt, donc c'est le moment d'y aller, quoi. Ouais, non, j'imagine que avec le retour, Panini pourra faire des rééditions en deluxe, en omnibus de ce qui a déjà été publié par Neil Gaiman, parce que sinon, il y avait 4 albums édités à partir de 2014, mais qui sont tous introuvables. La seule chose que je vois, si je vais sur Bubble, par exemple, tu vois, c'est qu'il y a le tome 1 qui est disponible dans une librairie, et c'est à plein rêve à Nantes, tu vois. Donc il doit y avoir un exemplaire là chez eux. Je crois que c'est là que j'avais dû l'acheter d'ailleurs. Mais pour les tomes 2, 3, 4, c'est marqué indisponible de partout. Donc je tiens à dire que j'ai une édition first print du numéro de Marvel Man 1 de Alan Moore, et je suis très fier de moi. Ouais, et on s'en bat les couilles. Moi je suis très fier de moi. Je t'emmerde. T'es pas ici pour raconter ta life, on n'est pas assistante sociale, Corentin. Toi, c'est toi qui dis ça quand tu nous parles de Isla la Louve des SS ou je sais pas quoi là. Mais ça intéresse les gens. Ça intéresse les gens. Excuse-moi, je suis bête. Corentin, puisque on va terminer cette partie comics avec quand même un retour qui risque peut-être, je sais pas, de faire débat, je ne sais pas, on verra bien. C'est que Warren Ellis sort de sa tanière. Enfin, il a repris l'écriture sur sa newsletter depuis quelques temps maintenant, depuis 2-3 bons mois, je dirais, alors qu'il avait vraiment été en mode silence radio pendant presque 2 ans en fait, après toutes les allégations de tous ces agissements à l'encontre de nombreuses femmes dans l'industrie. Donc le collectif So Many of Us qui avait témoigné contre les agissements de Warren Ellis. Ce dernier était rentré dans une forme de retraite, tout simplement, en écrivant publiquement qu'il était en discussion avec le collectif, qu'il avait un travail à faire par rapport justement au comportement qu'on lui a reproché, et qu'il demandait à ses fans de pas s'en mêler, de respecter la parole des victimes, et de pas s'en mêler. 2 ans passent, et
a priori, peut-être que le travail en coulisses porte ses fruits. Peut-être que les discussions entre Ellis et les autrices dessinatrices donnent quelque chose, puisque apparemment, il est en train d'écrire, il prépare donc un nouveau projet pour l'année 2023. C'est bien ça, Corentin? Oui, c'est ça, c'est ce qu'il a dit, en tout cas, sans préciser de quoi il s'agissait. Ce Maniovis n'a pas d'ailleurs réagi à l'annonce pour l'instant. La dernière publication date de janvier. Et voilà, il n'y a pas grand-chose qui avait été dit par rapport au statut de Warren Ellis. Les dames en question avaient quand même, comment dirais-je, soutenu l'idée que Warren Ellis était prêt à changer. C'est-à-dire leur poste se terminait par nous vous encourageons ceux qui sont proches de Warren Ellis et ceux qui ont envie de le soutenir à lui apporter, comment dirais-je, votre soutien justement dans sa tentative de transitionner vers plus de responsabilité et la reconnaissance de ses actes. Donc voilà, quelque part, c'est j'ai envie de dire une histoire qui progresse à son rythme. C'est compliqué de savoir, évidemment. Enfin, c'est le débat sempiternel. C'est comment tu reviens en fait d'une affaire comme ça. Parce que les filles, enfin les dames en question n'avaient jamais dit qu'elles voulaient annuler Warren Ellis ou qu'elles voulaient l'empêcher de travailler. Elles voulaient juste qu'il prenne conscience de ses actes et que à travers lui, l'exemple justement soit donné de toutes ces formes en fait de manipulation, de perversion, d'agression, de prédation soit reconnu en fait au-delà de la juridique, enfin le côté juridique du viol ou de l'agression physique qui sont sanctionnés par la loi. Parce qu'il y a tout un maillage, il y a 50 nuances justement de saloperies que tu peux faire sans forcément tomber dans le domaine du délit ou du crime. Donc voilà, il avait effectivement de faire une thérapie. Il a présenté des excuses publiques. Il avait demandé à ce que ses fans cessent de prendre sa défense, qu'il avait besoin en fait de changer. Dans le communiqué, il explique d'ailleurs qu'il a encore beaucoup de mal avec la personne qu'il était à l'époque, qu'il était jusqu'à récemment. On sait qu'il avait annulé le projet Fell, puisque Ben Temple Smith, qui lui, pour le coup, s'en est complètement battu les couilles de ces histoires-là, avait juste dit j'ai envie de refaire Fell avec Warren Ellis, et puis ok d'accord, le timing n'est pas bon, mais on va le faire quand même, et puis c'est tout. Finalement, après lui, il était revenu en arrière, enfin Warren Ellis était revenu en arrière pour dire non, il s'est un peu emballé, c'est ma faute, on fera ça quand on sera prêt, pour l'instant, et moi j'ai besoin encore de faire du chemin et tout. Donc là, c'est un projet de graphic novella, donc de court roman graphique, a priori qui devait être une histoire en 2 parties, où il dit que c'est une idée un peu tarée qu'il a. On sait pas de quoi ça va parler, on sait pas si ce sera biographique, on sait pas si ce sera quelque chose qui va évoquer sa situation récente, ou si c'était un projet qu'il aurait voulu faire à l'époque, puis qu'il a mis en pause suite à ce qui s'est passé. On n'en sait rien pour l'instant, mais effectivement, ça devrait se faire l'année prochaine. Plusieurs personnes sont sur le coup pour que ça arrive. Tel quel, voilà, moi j'avoue, enfin grosso modo, je peux pas pardonner à Warren Ellis l'énorme trahison que ça a été justement pour tout le monde, pour tous les fans de son travail et des valeurs qui prétendent les défendre, de voir justement qu'en fait il avait un comportement assez pervers, voire carrément pervers. Par contre, c'est vrai que je trouve qu'il a beaucoup mieux réagi que beaucoup d'hommes qui ont été accusés de ce genre de choses. Tu vois, par rapport à un James Franco, par rapport à un Harvey Weinstein, par rapport à un Gérald Darmanin. Il a directement admis, il a pris le temps d'admettre les faits, il est rentré en tanière, il a pas essayé de faire son Johnny Depp, tu vois, de tout contester, de dire allez vous faire foutre, j'ai jamais rien fait de mal, etc. Et il a essayé de faire une thérapie, il a fait une thérapie, il s'est fait discret. Moi je considère encore une fois qu'il aurait aussi intérêt à juste lâcher du blé pour les associations de... Mais il l'a fait ça, je crois, non? Je sais plus, très honnêtement. En tout cas, s'il l'a fait, il s'en est pas vanté, ce qui est aussi une façon intéressante d'aborder la situation. Voilà, le problème, si tu veux, c'est toujours comme ça en fait. C'est le mec, il est scénariste de métier. Donc son métier, sa vie, c'est travailler et écrire et créer des histoires. Une fois qu'il a été, je déteste ce terme, cancel. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Il va pas se suicider, il va pas aller vendre des Big Mac chez McDo. Donc évidemment qu'on savait qu'il allait revenir faire une histoire. Ce qu'il faut voir du coup maintenant, c'est ce qui s'est suffisamment amendé du point de vue des victimes ou du point de vue des femmes en général. En fait, on attendra. Ouais, ça, il faudra plutôt attendre un communiqué du collectif pour savoir s'il y a vraiment eu quelque chose de fait ou si c'est juste que le mec se fait comme en fait les 3/4 des gens, c'est-à-dire qu'il laisse juste passer et qu'en fait de toute façon il se passe jamais rien. Hein. Non, ça, je pense. Enfin, ça m'étonnerait quand même. Quand tu regardes, je sais pas, enfin, c'est vrai que c'est pas sur des comics, mais quand tu regardes ce qui se passe avec certains vidéastes ou streamers en France, machin, tu vois très bien que quand les accusations sortent, ça fait du bruit sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie. Oui, mais eux généralement ne prennent pas le temps de répondre aux allégations, d'engager un dialogue avec leurs victimes potentielles. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils font l'autruche et ils attendent que ça passe, et puis voilà, et là, tu pourrais très bien dire qu'il fait pareil, il a fait de l'autruche pendant un certain temps. On peut penser ça, effectivement. Ouais, si tu veux, j'aimerais croire qu'il est sincère, j'aimerais croire qu'il a vraiment compris
le problème et qu'il va essayer de devenir un avocat justement du changement pour beaucoup d'hommes et de la déconstruction, etc. Mais c'est aussi le fan en moi qui parle, tu vois. Je peux pas m'empêcher de me dire que Toi, tu es biaisé. j'ai envie que ça redevienne un mec bien, tu vois, quelque part. Mm. Donc, je suis peut-être prêt trop facilement à me dire que voilà, c'est un timide retour aux affaires, faut voir ce que ça va donner, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui ne vont pas être contentes du tout. C'est bien leur droit, en fait, en général. Et de la même façon qu'on sait qu'il y a beaucoup de fans de Warren Ellis qui s'en battent grave les couilles. Qui, justement, on se souvient que les ventes de Batman Grave, là. Batman's Grave, ouais. Voilà, son histoire qui a été éditée chez Urban Comics. C'est très bien vendu. Enfin, c'est bien vendu, proportionnellement à ce que font des Batman en France. Voilà, il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas du tout un sujet. Et c'est là, justement, qu'on peut trouver cool qu'il ait au moins, lui, pris le temps de s'excuser, de se faire discret, de consulter. Dans la mesure où il y a beaucoup de gens, effectivement, comme tu dis, qui juste balayent ça d'un revers de la main et se disent je t'emmerde, ça va pas changer ma carrière, parce qu'en fait il y a suffisamment d'hommes qui s'en battent les steaks de ça pour que je continue à vivre tranquillement de mon travail sans me remettre en question, sans rien changer et participer à ce que ce monde continue d'être toujours plus injuste et patriarcal et dangereux pour les femmes qui sont généralement vues comme des objets sexuels par le moindre mec. Et je jette la pierre à personne en particulier. Moi-même j'ai eu des comportements relous. Tous les mecs en général, les mecs qui te disent que c'est pas vrai, qui te disent qu'il y a pire, etc. Oui, c'est certainement, mais c'est aux femmes qu'il faut demander en fait. Donc voilà, faudra voir. Et effectivement, en tout cas voilà, au moins c'est discret, on va dire pour l'instant. Et moi j'aimerais bien que ce soit un truc plus biographique justement, ou un truc un peu punitif, ou un peu pénitent. Je sais pas, faudra voir quelle forme ça prend. Mais c'est toujours un sujet compliqué à évoquer quand on a été fan de Warren Ellis parce que la déception est encore là. Et C'est ça. Et voilà. Très bien, Corentin. Mais c'est à vous chacun de se positionner là-dessus. Ouais, The Batman's Grave, selon les données d'Istat, c'est quasiment 4000 ventes en France, donc ouais, je dirais pas que ça a eu un énorme impact de toute façon. De toute façon, c'était un fait qui était, franchement, quand tu sors de la sphère vraiment des gens très très spécialisés et qui s'intéressent réellement à l'actualité des comics, les 3/4 des gens n'en avaient même pas entendu parler en fait. Tout simplement, les gens qui achètent juste du Batman comme ça parce qu'ils aiment Batman et qui connaissent pas forcément le nom de Warren Ellis. T'as aussi en fait, des gens pour qui ont une grille de valeurs très différente. Pour eux aussi, si t'es pas un pédophile ou un violeur acté, le comportement privé, ça ne regarde pas les gens, tu vois. Enfin, c'est ce que ces gens-là nous ont répondu, rappelle-toi. En mode, oui, mais il y a rien d'illégal, il y a rien d'illicite. C'est juste que c'est un dragueur un peu relou, mais ça, à la limite, c'est son droit. Bon, après, ça excuse pas les manipulations ou la prédation ou voilà. Ou l'abus de pouvoir, mais voilà, il y a des gens, beaucoup de gens qui s'en battent les steaks. Oui, c'est vrai aussi. Allez, Corentin, on passe à la partie écran avec une seule annonce du côté de la série télé, c'est une série. Et là, Corentin, je me rappelle que tu m'as dit, oh là là, je suis dressé comme tour de Pise en 2200, parce que ce comme le World Trade Center avant 2001. Après 2001. Non, avant. Après 2001. Non, avant, après justement. 2001. Parce que quand même, une série les deux tours. Une série Wonder Man par Destin Daniel Cretton, le réalisateur de Shang-Chi pour Disney+. Est-ce que, franchement, là, t'es pas turgescent? Non, ça bouge pas. Non, je m'en touche une, l'autre bouge pas. Donc, ouais, non. J'en ai pas grand-chose à carrer. T'as l'air content de me voir. Non, c'est qu'on arrive, tu sais, dans la partie des adaptations, c'est le moment où on redevient deux connards sur un canapé qui n'aiment rien. C'est ça, ouais. Non, en fait... je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, toi, d'ailleurs, ça m'intéresse. Moi, je connais pas du tout le personnage. Tu vas m'aider à me faire un avis? Moi, je connais pas du tout le personnage. Après, je sais que Wonder Man, en fait, il a été utilisé, enfin, le schéma mental a été utilisé pour faire Vision. La Vision, ouais. Enfin, en comics, parce que tu en comics, bien entendu. Que voilà, c'était au début un adversaire des Avengers qui est devenu un héros. Il y a un côté un peu Mephisto du MCU, Mysterio du MCU, puisque c'est son papa qui était un rival des industries Stark, qui s'est fait, du coup lui est parti du côté des méchants. Baron Zemo l'a manipulé, lui a donné des pouvoirs ioniques. Et donc c'était un vilain, puis il s'est sacrifié pour sauver les Vengeurs, donc il est revenu, il est mort, il est revenu, il est mort, il est revenu. Personnage. Il a eu sa période West Coast Avengers. Ouais, personnage populaire, pourtant. Mais j'avoue qu'effectivement, comme toi, je le connais pas assez pour être vraiment hypé, mais c'était prévisible. On arrive au moment donné où en fait ils ont fait tellement les têtes d'affiche qu'on va commencer. Oh, il y en a encore plein des têtes d'affiche à faire. Enfin, Corentin. Du style. Voilà. Black Cat. Black Cat, mais Black Cat c'est Sony. Oui. Alors oui. Ah, du côté, oui, c'est vrai qu'il faut prendre que du côté pas Sony. Ouais, enfin, le valet de cœur, je sais pas. Non, là on. Non, mais attends, mais attends, mais je suis sûr qu'il y a plein de personnages. Les mutants, de tout ce qui est X-Men et Fantastic Four, déjà, t'as plein de personnages plus en vue à faire. Plus tard.
Même via Disney+, je sais pas, faites une série Gambit déjà, tu vois, ce sera déjà plus porteur, ça va arriver mais tu vois, genre dans les côtés qu'ils peuvent faire en ce moment, tant que le reboot des Fantastic Four et des X-Men n'est pas acté. Mais après, tu vois, on peut se dire, ça peut-être un lien avec WandaVision, où il y avait le Ghost Vision qui avait été créé. Bah moi le seul truc que je me dis c'est que il y a effectivement c'est les liens à Vision qui peuvent être exploités pour la série en fait. C'est ce qui me semble le plus évident, mais d'après les rapports qui sont sortis, vraiment il prendrait plus la version donc Simon Williams des West Coast Avengers, où le mec est aussi une célébrité parce qu'il faisait des acteurs et cascadeurs en fait pour l'industrie, et que ça il pourrait utiliser cet aspect-là pour en faire une forme de parodie un peu de Hollywood. Ouais, bon, ça, on a vu ce que ça a donné pour Mysterio, justement. Pourquoi pas? J'avoue, vraiment, sincèrement, j'ai un peu du mal à voir l'apport de ce projet-là, parce que probablement que des Adineros ou quoi nous diraient que c'est super important parce qu'ils sont beaucoup plus calés dans le catalogue Marvel. Moi, j'ai quand même réussi à lire beaucoup de Marvel dans ma vie sans vraiment tomber systématiquement sur Wonder Man. Donc, je saurais pas vous dire exactement. Je suis désolé, hein, là, on fait du coup un peu amende honorable sur la faille dans notre petite comicographie. Mais ouais, moi j'avoue très précisément ce personnage-là ne me parle pas beaucoup. Puis quelque part ça change, parce que qu'en général ils prennent des personnages que j'aime bien pour en faire de la merde, alors que là s'ils en font de la merde, je serais juste en mode bah très bien, je ne sais pas qui tu es, donc ça me fait ni chaud ni froid. Ouais, bah ils pourraient refaire tout plein de personnages qui ont déjà eu droit en fait à des adaptations en séries télé, mais chez Marvel Télévision où ça n'a pas forcément marché, mais ou même chez Hulu, tu vois, ils pourraient refaire les Runaways, ils pourraient faire les New Warriors qu'ils avaient voulu faire mais qu'ils n'avaient pas fait. Il y a pas un truc Howard the Duck qui était prévu, que ce serait pour ça que ça a fait capoter la série de Kevin Smith? Non, je crois pas, non. Il m'avait semblé que James Gunn avait parlé d'un truc comme ça à un moment donné. Ce serait un rêve pour lui ou je ne sais plus quoi. Ça ne me dit rien qui vaille. Ouais. Bah après voilà, l'idée du cascadeur acteur en mise en abîme du système. Ça peut être rigolo. Et peut-être des fois il ferait du catch à la WWE et en fait Stephen Amell. Et en fait c'est Stephen Amell. Oh, putain, là tu vois, ils prennent Stephen Amell pour faire Wonder Man. Je suis hypé. Je me tatoue Wonder Man sur le biceps. Kevin, t'as entendu? Gauche. Il y a un truc à faire. Mais donc voilà, c'est meilleur être humain. Mais oui, effectivement, on commence à racler les fonds de tiroir de plus en plus, mais peut-être qu'il y a un vrai gros projet derrière à voir, puisque Kevin Feige a quand même déclaré oui, vous inquiétez pas, d'ici quelques mois vous saurez tout sur le fin de la phase 4 et le début de la phase 5. Alors ça partait en accent marseillais, c'est devenu américain. Et vous allez donc vous allez comprendre pourquoi, c'est quoi la prochaine saga qu'on va faire. Peut-être ce sera Secret Wars, puisqu'il y a Doomcock, le YouTuber très connu, qui a encore dit que ce serait Secret Wars, c'est donc forcément que c'est vrai. Ah, il y a le multivers, hein, techniquement. La Multiversal War, ouais, mais attends, à Secret Wars, avec leur multivers tout pété, là. Tu vas refaire un multivers sur un parking d'aéroport, mon gars. Non, mais il y aura probablement, par contre, il y aura du multivers. Je sais pas sous quelle forme. Oui, il y aura du multivers, mais tu peux, tout de suite, tu balances Secret. Attends, mais Secret Wars, tu mets 20 ans à l'installer aussi, s'il te plaît. Ouais, je suis d'accord. Mais là, ça fait... C'est pas avec 3 films qui te font 3 séquences d'une demi-heure dans des univers où la seule chose qui change, c'est la nature de tes fonds verts. Moi, bon, c'est que Secret Empire, je suis chaud. Hein. Si Deadline était vraiment sérieux sur le retour de Steve Rogers, ouais, ça Trump va être réélu, donc c'est le moment. Et puis en France, on a des non, alors, mais par contre, ce serait vraiment plus intéressant d'avoir des trucs un peu plus petite échelle, parce que tout de suite, Secret, enfin, je sais pas. Le Secret War, en plus, l'histoire, elle est pas dingue, quoi. Non, bah, la première, non, avec c'est quoi, c'est même la deuxième, enfin, c'est pas non plus. Non, mais après, quand tu regardes celui de Hickman, c'est quand même un autre délire que c'est même Hickman, c'est pareil, c'est l'aboutissement d'un run. Bah, c'est pour ça que je te dis que tu peux pas faire. Le seul truc qui fait bander, c'est de toute façon, c'est les bandeurs de Facebook, là, qui voient le visuel des couvertures de Secret Wars et qui font, oh, regardez, on pourrait mettre tous les Spider-Man de No Way Home avec tous les acteurs des films X-Men de la Fox et ça ferait Secret Wars. Et après, t'as quelqu'un qui vient lui donner des frosties pour le calmer un petit peu, parce que visiblement, ils en sont encore dans cette étape-là de leur cheminement mental, alors qu'en vrai, ils ont 50 ans. Mais je tiens quand même à rappeler Civil War, ça les a pas du tout dérangé d'en faire une baston sur un aéroport pour un arc qui a quand même duré 1 an, qui a eu un impact colossal sur toute la continuité Marvel. Ouais. Et là, Secret Invasion, c'est une série Disney+, hein. Ouais. Avec Nick Fury qui parle à ses potes verts en mode hey, c'est qui les Skrulls là, les méchants. Bah mais c'est pour ça. Ça va être Peacemaker la série Secret Invasion. Ils vont chasser des politiciens qui sont des Skrulls méchants en fait. Peut-être qu'il faudra arrêter de prendre les choses comme ça. Ah mais moi par contre le prochain crossover Marvel, je pense qu'il va être définissant sur ce que sera la série, parce que pour l'instant la phase 4 on souffle un peu quand même. Il y a pas non plus des trucs mirobolants quoi. Moi je me suis bien régalé, j'avoue. Bon, parce que je suis un gamin. Eternals, mine de rien, j'ai trouvé ça intéressant. Les séries Disney+, t'en as 2 que vraiment on peut retenir. Ouais, enfin pour l'instant c'est pas non plus Doctor Strange 2, voilà.
Mais enfin, on souffle un peu quand même. Bah, en fait, ce qui est reproché, c'est surtout le sentiment qu'on n'a pas un sentiment d'aller dans une direction une ligne de fuite. Comparé à, justement, à la première saga où t'avais Thanos en ligne de fuite. Donc, forcément, t'attendais le gros boss final. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas de gros boss final en vue pour l'instant. Mais c'est pour ça, je me dis, ça peut pas être Secret Wars, parce qu'il y a Kang qui a été introduit. Il y a d'autres trucs à faire avant. Pour moi, Secret Wars, ça doit être le Avengers Endgame de leur nouvelle saga. Et dans ce cas-là, tu peux pas le faire tout de suite pour la phase 5. Si Kang, c'est juste le vilain d'Ant-Man 3, on va souffler, mais un zénith, mon gars. Non, mais justement, il va y avoir d'autres trucs, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire? Je pense que tu peux pas tout de suite dire, on va faire Secret Wars, faut le faire, faut que les gens ils aient envie. Ouais. Et tu peux pas leur donner tout de suite. Genre juste, ouais, regardez, on a fait le multivers dans 2-3 films et 2 séries, et puis paf, c'est bon, c'est Secret Wars. Non, t'attends. Techniquement, c'est un peu leur Secret Wars. Mais non, mais tu attends, tu fais ça en 3 phases de nouveau, et Secret Wars, ce sera le film de la phase 6, quoi, oui, tu vois. Oui, bien sûr. Voilà. Bref, je sais pas. On verra. Non, moi, je serais chaud pour un petit Secret Empire. Allez, Corentin, on passe du côté donc du cinéma. Alors, chose assez amusante, même surprenante peut-être, hein, c'est HBO Max qui développe un film d'animation Batman Azteca, Choque de Emperos, donc le choc des empires, qui est vraiment une production entièrement faite entre Warner Bros et des compagnies de production donc mexicaines d'Amérique. Particular Crowd Anima. Voilà, et qui vraiment alors reprend un peu le mythe de Batman mais dans un contexte complètement alors j'ai pas envie de dire les mauvais mots et Chatronnet qui a fait le film The Book of Life produit par Del Toro, qui était un peu Coco avant Coco. Oui, un film d'animation très sympathique. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, j'ai perdu mes mots. J'ai du mal un petit peu à ne pas avoir la ressemblance avec Batman Ninja. Le côté on explore Batman dans un folklore différent, voilà, avec des équipes méso-américain, c'est le mot que je cherchais. Voilà, avec des équipes qui savent faire justement ce genre de choses et on déporte toutes ces thématiques dans des thèmes folkloriques locaux. Parce qu'en fait là on s'intéresse, en fait c'est pas du tout un milliardaire américain dont les parents se font moitié dans une ruelle. Non, ce sera pas un milliardaire méso-américain du coup, enfin à de l'époque qui sera en fait, donc c'est Yoali Kotl qui en fait voit son village envahi par les conquistadors espagnols. Son père se fait effectivement assassiner et donc en fait il part dans la grande cité de et je suis désolé, hein, je vais le dire phonétiquement, de Tenochtitlan pour alerter le roi. Et en fait là il va subir un entraînement par un mentor, le prêtre Yoka, qui notamment vénère une divinité chauve-souris, et donc c'est comme ça qu'il va apprendre le totem littéralement de la chauve-souris, en développement aussi donc ses compétences et un équipement de l'époque, hein, j'imagine, pour défendre sa ville contre l'envahisseur espagnol. Et qu'est-ce que tu veux faire de ça? C'est marrant, intéressante. J'avoue, moi je suis curieux, hein, pour le coup. Bon, c'est pas Batman techniquement, c'est un guerrier chauve-souris qui va reprendre le nom propre dans un contexte folklorique différent. Encore une fois, ça fait penser un peu à la Batman Inc. Ça fait penser à Batman Rip aussi quelque part, où il y avait le Batman justement qui traversait les époques, Batman un petit peu tribal et tout, King, et il bougeait ses fesses. Mais à part ça, ouais, c'est on voit aussi le côté HBO Max qui veut commencer à conquérir un peu d'autres foyers de consommation et qui donc va clairement s'adresser aux latino-américains qui pour la plupart sont descendants des conquistadors et des tribus, des Premières Nations qui étaient sur place au moment des grandes invasions espagnoles. Donc voilà, c'est plutôt cool. Ça fait penser un petit peu aussi à Wonder Girl quelque part, où là justement pareil, Arnaud, je parle de ton personnage préféré là, où il y a aussi pareil, cette mythologie qui prend la rivière Amazon, qui croise ça avec des dieux justement, ce panthéon là on va dire. Donc pourquoi pas, moi je suis assez curieux, je dois dire, mais pas, ça peut être nul ou pas bien, ou très bien, je serais quand même intéressé par l'initiative de justement développer le lore DC Comics à d'autres foyers de population et d'autres environnements que l'Amérique moderne. Donc pourquoi pas, effectivement, voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce sujet. Mais je suis toujours quelque part aussi assez curieux de savoir pourquoi on n'a pas encore eu un Batman à la Révolution française, tant qu'à faire, tu vois. Est-ce qu'on n'est pas assez des gros consommateurs, nous, tu vois? Monsieur du Batman. Monsieur de la chauve-souris. Oui. Bruce Wayne. Bruce de la chauve-souris, bonjour. Bruce Wayne, il serait breton. Tout de même, tous ces révolutionnaires, il faudrait les corriger. Ce serait un pote de Marat et ils iraient décapiter Robespierre. Voilà. Très bien. Cette phrase. Non, j'essaie de trouver quelque chose comme le cours de la baguette a encore augmenté. Nous allons donc faire une petite révolution, monsieur de la chauve-souris, bonjour. Voilà, c'est bien, merci Arnaud.
C'est ma faute, je t'ai lancé là-dessus. Le gros Batman bourgeois comme ça, là. Ouais, tout à fait. Il mangera de la brioche. Allez, Corentin, Oui. du côté de Harbinger, du Oui. changement de nouveau. On avait dit que c'était Wes Ball, le mec qui a fait les films nazes, le labyrinthe, là, mais qui devait faire, par contre, Mouse Guard, et ça, c'est bien dommage. Donc, un mec qui a vraiment pas eu de chance dans sa vie. Il a fait La preuve, il va faire le film Harbinger. Non, il va pas faire le film Harbinger. justement, il ne fera pas le Donc, film il a un peu de Harbinger. chance, finalement, tu vois. Bah, on sait pas. La Parce retourne va tourner. Parce que Harbinger, c'était passé de Sony à Paramount, donc cette licence Valiant Comics qui s'intéresse à des jeunes qui sont doués de capacités extraordinaires, qu'on appelle les psiotiques. Leur leader, enfin disons que les comics dans la version la plus moderne, piloté par le formidable Joshua Dysart, donc c'est disponible chez Bliss Edition, vous devez lire ça parce que c'est trop cool. Moi, j'aime l'univers de super-héros et Toyo Harada, qui est le mec qui vient d'Hiroshima et c'est le croisement de Charles Xavier et Magneto. Et tu pourrais le faire sur une bande enregistrée, comme ça, tu n'aurais pas besoin de le répéter à chaque fois. Enchaîne, putain. Tu les vois mes couilles là? Oui, je les vois, tes couilles. Tu vas bien les Ils lécher. sont magnifiques. Donc, conflit qui oppose Peter Stanchek, donc le psiotique, qui a la capacité en fait surtout d'activer les pouvoirs de ses pairs sans passer par un processus médical ultra dangereux, est enrôlé en fait par Toyo Harada, qui est l'un des êtres les plus puissants sur Terre et qui a une envie simplement d'apporter la paix sur Terre, mais de façon légèrement autoritaire. Et donc en fait il y a un conflit idéologique et ensuite physique qui les oppose et qui devrait être au cœur de cette adaptation. Problème, le film doit faire partie d'un univers partagé. Or, vu que c'est Paramount qui en a récupéré la licence, alors que c'est Sony qui a Bloodshot, je pense que les perspectives de faire croiser ces univers se sont amoindries, ce qui est dommage, parce que dans les comics, justement, Bloodshot interagit avec les psiotiques, et c'est tout ce qui fait aussi le sel un petit peu des Harbinger Wars et tout ça. Et en tout cas, Wes Ball, qui devait réaliser le film, en fait, est au travail sur en fait les prochains films La Planète des Singes, et vu que c'est une licence maudite qui fait que des films de merde, et bien forcément il est trop occupé avec ça. Et donc c'est un nouveau réalisateur qui s'occupe du projet. Il s'appelle Paul Downs Colaizo, et c'est un mec quasiment inconnu en fait, puisqu'il a que un film en fait qu'il a réalisé mais écrit, qui s'appelle Brittany Runs a Marathon. Donc c'est l'histoire de Brittany qui court un marathon. En fait je sais pas du tout si c'est ça, mais Gillian Bell. Mais c'est un film qui a été primé, qui a été acclamé par la critique au Sundance Festival, et tout ça. Donc plutôt un film d'auteur, plutôt quelque chose d'assez posé, ce qui veut dire que il va se faire broyer par la machine hollywoodienne c'est déjà fait parce qu'il a déjà aussi coécrit le reboot de MacGyver. Non, il a écrit un épisode d'un pilote qui a pas été diffusé, machin. Ça y est, la machine est là. Ouais, apparemment, c'est un dramaturge au départ. Ouais. Ouais, je connais absolument pas son travail. Il a écrit aussi il a pas fait grand chose. Une version de Sister Act, apparemment. Voilà, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Ça sent le petit nom, effectivement, qui va pas forcément réussir à négocier avec un gros studio. C'est les mêmes producteurs. Non, c'est pas les mêmes producteurs que Bloodshot. Si. Bah non, parce que c'est Paramount. Et c'est pas Sony. Paramount, du coup, c'est eux qui font les Transformers. Les Fast aussi. Non, les Transformers, c'est ça. C'est Universal qui fait les Fast et Paramount qui fait les Transformers. Ouais. Je dois bien l'admettre, n'étant pas un énorme adorateur de la franchise Valiant, que je ne crois pas beaucoup à ce projet. Je suis déjà assez étonné qu'on en reparle, à mon avis. Enfin, dans ma tête, c'était un peu mort et enterré. Wes Ball, c'était un cachet, parce que justement, même si on n'aime pas les labyrinthes, c'est un réal qui connaît Hollywood, qui n'est pas pour rien d'ailleurs que Disney a été le voir lui pour faire La Planète des Singes, parce qu'il est pote avec Serkis aussi d'ailleurs, qui devait coproduire Mouse Guard, et qui devait jouer un des personnages d'ailleurs aussi. Donc moi je regrette justement que on n'ait pas davantage de Mouse Guard et un peu moins de projets comme ça, parce que ça sent encore une fois soit la copie de Marvel Studios, soit l'envie vraiment de se dire est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire, un truc à jouer. Il leur faudra du budget, il leur faudra une écriture politique, il leur faudra un truc ample qui pourra aller plus loin qu'un seul film sans forcément se donner le challenge de faire un univers partagé dès le début, parce qu'on a vu que ça ne marchait jamais de faire comme ça. Ça me paraît tendu, quoi. Harbinger, mais comme Bloodshot, Bloodshot, c'était un projet qui était facile à faire, ils ont quand même réussi à le foirer. Je sais pas si DMG même a le moindre contrôle créatif ou la moindre implication à la production de ces machins-là. De toute façon, depuis que Dinesh est parti, c'était un petit peu lui, Dinesh, qui essayait de négocier ses contrats d'adaptation, parce que lui, c'est un mec qui connaît, qui sait faire. Voilà, c'est compliqué de s'emballer maintenant. Après, on ne connaît pas le profil du gars, donc tout est possible. Apparemment, c'est pas ce qu'ils veulent vraiment faire de ce projet-là. Encore une fois, après, ils veulent en faire quelque chose. Ils ont changé de réalisateur. Peut-être qu'il y aura une bonne surprise. Après, ils vont le réécrire aussi. Donc, oui, c'est ça. Mais lui-même va le réécrire. Voilà, c'est ça qui est curieux aussi. C'est est-ce qu'on pourrait savoir pourquoi? Qu'est-ce qui dérangeait de la première version? Est-ce qu'il était trop cher?
c'est souvent un truc qui modifie, qui conditionne beaucoup de réécriture. Est-ce qu'ils vont leur faire un truc petit budget? Quelle va être la dimension? Je sais pas. Honnêtement, moi, je pense qu'il y aurait plus d'intérêt à faire une série Ninja un peu, voilà, pour poser les bases, ou refaire un reboot de Bloodshot vraiment bien vénère en prenant un cinéaste de genre ou un cinéaste un peu militaire. Le mec qui a fait Dragged Cross Concrete, là, ce mec-là qui fait des comics bientôt, tu prends lui pour faire un Bloodshot bien vénère qui serait la première base, qui montrerait aux gens, regardez, Valiant, ça peut faire de l'argent, ça peut marcher, ça peut être sérieux et tout. Là, Harbinger, ça me paraît déjà, parce que c'est quand même leur plus gros truc, quoi, Harbinger. C'est une de leurs plus grosses licences. Voilà, si on met de côté après, le Future techniquement, World, X-O Manowar et Ninja sont quand même très... X-O Manowar, c'est pareil, il faut du blé. Hein. Ah, mais ça, c'est pas possible. X-O Manowar, peut-être qu'ils le feront une Tu fois fais que en Thor 4 animation. aura été fait, et qu'ils se diront, ah ouais, c'est vrai que c'est pas con, en fait, on peut faire du cosmique un peu coloré avec un personnage viking, enfin, Visigoth. À voir. Moi, pour Tolkien, voilà, je te dis, tout ce qui est bon à prendre est bon à prendre. Et la retourne va tourner. Ouais, très bien. Voilà. Merci Ribéry. Avec On plaisir. continue du côté du cinéma. J'ai perdu mon pari kebab du dernier front page, hein, et très rapidement, en fait, c'était le jour d'après, littéralement après Je vais avoir taper un posté petit dab. le Hop. podcast. Voilà, ça y est. Voilà, donc sachez que Corentin a eu son bon gros kebab sauce andalouse Je te blanche, remercie, je sais plus c'était quoi, très bon. c'était voilà. Ah non, algérienne blanche. Algérienne blanche, pardon. Voilà. Donc, puisque Lady Gaga est en pourparlers pour jouer Harley Quinn dans le film Joker Folia 2 de Todd Phillips. Folia 2. Effectivement, alors. Donc, tu avais raison, c'est bien Harley. vers Harley Quinn qu'on se dirige et pas du tout vers Bruce Wayne comme je le supposais. Encore que Lady Gaga pourrait très bien jouer Bruce Wayne aussi. Lady Gaga peut tout jouer. Voilà. Voilà, elle fait bien ce qu'elle veut. Donc, oui, alors ça part sur la piste d'un musical. Oui, aussi. Alors, c'est pour ça, c'est musical et pas comédie musicale, parce que c'est pas parce que il y a de la musique que c'est forcément une comédie. Il y a beaucoup de gens qui ont pris ce truc Non, en oui, disant. non, pas du tout. En fait, non, mais c'est pour ça que moi je l'ai pas La valse des pantins, c'est pas une comédie musicale, et pourtant c'est la valse des pantins. Qu'est-ce que New tu York, racontes, New York, pardon, excuse-moi. Non, mais genre Sweeney Todd, par exemple, tu vois. Enfin. Sweeney Todd, c'est une comédie musicale. Bah non, c'est pas une comédie du tout. C'est une comédie C'est un musicale. film d'horreur. Oh, mais oui, non, mais ok. C'est un musical. C'est un musical d'horreur. Non, Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas les parapluies de musical. Cherbourg. C'est pas comme les parapluies de Cherbourg. Les parapluies de Cherbourg, c'est une dans ce comédie. sens-là. Non, moi, je voulais dire qu'il y aura de la musique sans forcément que ce soit l'élément le plus important du film. Oui, oui. Non, mais Parce je qu'il y aura pense. beaucoup de scènes musicales, mais que ce sera entrecoupé de, tu vois, que ce sera pas West Side Story, toi, par exemple. Voilà. Mais parce que si les gens, si tu leur dis c'est une comédie musicale, ils s'imaginent vraiment que la suite de Joker, ce sera les parapluies de Cherbourg. Mais on peut très bien imaginer une sorte de Sucker Punch où Joker est à l'asile avec sa psychiatre et qu'il s'imagine en lui parlant des chansons tous les deux, et ils sont un monde fantasmé dans leur tête, puisque on rappelle que dans le premier film Joker, la question était posée de qu'est-ce qui est vrai, pas vrai, avec les horloges qui pointent toujours sur les mêmes horaires, vraiment un truc que personne n'a remarqué, parce qu'on est trop occupé à dire que c'était pas subtil et que c'était pas bien. La subtilité, c'est super important. Et donc voilà. Bon, que Lady Gaga, moi je la connais pas vraiment beaucoup en tant qu'actrice. Elle a fait le Robert Rodriguez, la Machete 2. Elle a fait évidemment Star is Born, le remake avec Bradley Cooper, qui a priori a eu très très bonne presse, que je n'ai pas vu malheureusement parce que ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre comme actrice? La House of Gucci, c'était pas mal, dans House of Gucci, ouais, c'était sympathique. Et puis elle a à peu près l'âge de Joaquin Phoenix, ou approchant, donc au moins ils prendront pas une minette comme ils feront pour Napoléon. C'est compliqué quand même. Encore une fois, moi je suis contre toute forme de suite. J'ai vu que l'annonce justement du côté musical et Lady Gaga avait un peu retourné les gens qui du coup se posent la question de qu'est-ce que ça va être. Est-ce que ça va pas être plus original, plus créatif, ou est-ce que ça va pas être justement une repompe de New York de Martin Scorsese. En tout cas, c'est une piste que personne n'avait anticipée. Ramener de la féminité et de la musique, c'est un truc qui peut justement tordre l'image du premier Joker qui était vu comme un film à incel, très masculin, très fantasme justement de l'individu brisé qui va prendre un flingue pour tirer dans la foule et tout. Donc c'est un peu la meilleure idée, je pense, pour retourner la tête de ceux qui avaient pas aimé. Mais moi, tel quel, je suis toujours contre le projet de suite parce que je vois pas l'intérêt de ramener encore le Joker, de ramener encore Harley. J'irai le voir avec plaisir s'il est bien filmé, s'il a quelque chose à dire. Tu serais allé le voir avec moi plutôt qu'avec plaisir. Mais si tu es, plaisir. Hein, non. Ah bon? C'est son nom que je te donne. Ouais. Quand je parle de toi quand t'es pas là. Je ne savais pas. J'ai un peu de c'était avec plaisir là récemment. Mmh. C'était un plaisir. Donc ouais, mais qu'est-ce que t'en penses toi? Tu T'es vois, pas fan de musical, toi, je crois aussi. La La Land, frère. Ouais. Moulin Rouge.
Moulin Rouge, mais tu vas pas voir Elvis, donc. Non, parce que j'aime pas Elvis Presley. Vraiment, j'aime pas ce mec. C'est vrai J'aime pas ce qu'il a fait. J'aime pas son rock de vieux là. C'est bon, ça me saoule. Rock de vieux. C'est horrible. Je déteste Elvis C'est ouf, Presley. c'est super bien, Elvis. Non, je déteste. Les C'est pas albums sont grave. géniaux. Je respecte tous les gens qui adorent. Je comprends que vous aimez ça. C'est vraiment, moi, ça m'insupporte ça. Merci beaucoup. Je te jure que ça me hérisse le poil. C'est quoi, vrai vraiment. Ah, il y a des musiques. Si je passe un jour en soirée une musique de Elvis, tu vas le poil se hérisser. Bah, je danserai plus. Limite, je vais faire la gueule. Non, mais limite, je vais faire la gueule, quoi. Tu vois. Ton genou, man, arrête. Non, mais Arrête la musique mais Elvis. après, moi, c'est épidermique, hein. C'est vraiment, tu mets tu mets un truc que j'aime bien, machin, ok. Et puis, dans la seconde d'après, tu mets les Beatles, un swing, là, du vieux rocksteady, machin, un Tu truc, mets les machin. Beatles. Attends. Tu pourrais mettre Os l'Enfoiré et Jul. Tu mets les Beatles, Mais oui. espèce de connard. Tu connais rien à la musique, toi, hein. Mais c'est pas ça, c'est juste que je n'aime pas. C'est juste que je n'aime pas et que ça me donne pas envie de danser, c'est tout. Mais j'ai pas dit le contraire. Non, mais on Bah s'en voilà. fout. Peu importe. Reviens au sujet, là. Donc, si, j'aime bien aussi les musicals, il y a aucun problème. Il suffit que la musique me parle, donc, Quand la mais musique est après, bonne. et quand la musique est bonne, il y a pas de problème. Mais j'aime pas cette chanson non plus, tu vois. Quand la musique est bonne. Franchement, Quand la musique est ça. ça marche quand t'es bourré à 3h Ça, du c'est mat. de la merde, mais on est Non, d'accord. quand t'es bourré à 3h du mat, ça passe très bien, mais sinon, voilà, quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, ouais, après, non, mais je rejoins ton avis sur, pourquoi encore Joker Harley Quinn, mais en même temps, le projet de Joker, on disait ça aussi au début de pourquoi il faisait ça, et au final, c'était quand même vachement bien, donc, moi, j'ai envie de donner le bénéfice du doute. Ouais, moi aussi. C'est juste. Ah, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être, Ouais. peut-être que ça peut être le Ouais, ouais. Citizen Kane des films de super-héros. Mais ça, c'était Joker, du coup. Non, lui, c'était le parrain. Lui, c'était le C'est parrain. pour vous, là, les haters. C'était le parrain des films de super-héros. Mais non, c'était le taxi driver des films de Oui, super-héros. Au c'était- premier degré, d'ailleurs. C'était la valse des pantins, ces films de super-héros. Très bon film, d'ailleurs. Non, mais ouais, voilà, faut voir quelle piste ça va prendre. Peut-être une piste rouge. Ouais. Pour Oscar Harley Quinn et tout. Une piste bleue. Ouais, c'est ça. Allez, Corentin. Piste verte, t'es con, le Joker. Autre grande, piste rouge Folie et piste adulte, verte. rouge et noir, et vert. Et peut-être c'est le fondu à deux. Ils partent, Mais qu'est-ce qu'on n'a pas assez dormi, excusez-nous, on est très fatigués. ils partent à la montagne. Ils prennent une fondue à deux. Un fondu. Une fondue à deux. Fondu adulte. Et ils deviennent fous. Parce que Hollywood, appelez-nous. On a fait fondre. On a des idées. Corentin, puisqu'on est toujours dans le cinéma de qualité, on va parler de Venom 3, qui est coécrit par Tom Hardy, encore une fois. Je pense que Et les on fait une pattes... fondue avec Venom dans le 3. Hey Eddie, I made you a fondue. Oh, thanks man. Donc pardon, oui, Tom Hardy qui va écrire encore une fois Venom 3. Sinon penses- Sony ne relâchera jamais sa famille. Alors, faut savoir que Tom Hardy du coup vit dans les caves de Sony Pictures. Il lui jette du pain et un stylo et il lui dit C'est tu ça. écris maintenant petit. Donc oui, voilà. Moi, tu sais, on a vu les échanges Ouais. de SMS entre le patron de Sony Pictures, entre Ami Pascal et Tom Hardy. Et c'est Ouais. vraiment, ouais, t'auras 150 € cette semaine si t'es sage et tout. Et t'as Tom Hardy qui répond avec un smiley triste. Et elle lui fait, écoute, t'as un toit déjà, t'as un boulot. Alors estime-toi content, hein, quand Ah, même. mon dieu, quelle horreur. Par contre, c'est vrai qu'il est vraiment piégé dans un contrat de 3 films qu'il avait signé Ça, oui, par contre, ouais. au moment du premier Venom. Et Dylan, il ne savait pas, et je pense que vu l'échec vu ce qui a été le premier, le tournage même, en fait, il a dû se dire, écoute, au moins, je vais m'amuser, je vais faire le concon. C'est l'occasion, voilà, de faire le débile en attendant de faire des vrais films. Et d'ailleurs, bah voilà, maintenant, il mange des homards et il fait des coming out à côté des Little Sims. Donc, que te dire? Il répète à chaque film qu'il est de plus en plus bête Ouais. et qu'il comprend rien. Ouais, et ouais. que c'est le... Mais moi, je pense que vraiment, ça lui a bousillé le cerveau. Hein. Il y a le 2, si vraiment l'histoire est de lui, parce que ça, c'est un story by. Comment? Pourquoi? Tom Hardy, c'est quelqu'un d'intelligent, quoi. C'est curieux. Et donc, c'est encore avec Kelly Marcel, sa grande amie qui a écrit les 2 premiers. Ouais. Voilà. Donc, c'est exactement la même configuration que le 2, puisque le 2 a fait de l'argent. Enfin, il en a fait plus que beaucoup de films pendant la pandémie, 500 millions quand même, c'est pas rien. Il a fait plus d'argent que Shang-Chi ou Black Widow ou Eternals. Mm. Donc voilà, Sony a gagné son pari. Tom Hardy, bah, du coup, a besoin de faire libérer sa famille. Donc, il va, une dernière fois, j'espère, faire le pitre. Et ensuite, peut-être qu'on sera libéré comme la famille de Tom Hardy. C'est ça. Les fans sont aussi pris en otage quand même. Hein. Ah, c'est compliqué. J'adore ce terme, pris C'est en otage. compliqué. Pas tout exagéré. Et on va terminer avec l'autre cas de figure qui inquiète Warner en ce moment. C'est l'actrice Ezra Miller qui continue de foutre le bordel partout où il passe. Et donc dans un récent papier, c'était Variety qui expliquait en fait que
que David Zaslav, donc qui est le PDG de l'entité Warner Bros Discovery, est un peu emmerdé par la situation autour d'Ezra Miller, puisque vu que le mec agresse des mineurs, il leur fait du harcèlement moral, il rentre chez des couples, il menace de les buter, puis après en fait il poste sur ses réseaux sociaux des messages pour dire les forces de l'ordre me recherchent, ils ne me trouveront pas, puis après il supprime son compte Instagram. Bref, le type, la meuf fait absolument n'importe quoi, et en termes de communication, ça va être un petit peu compliqué à gérer, parce qu'on peut pas faire une tournée de promotion et inviter la presse avec quelqu'un qui dont les derniers hauts faits ça a été apparemment, en tout cas, c'est d'être accusé d'avoir fait de la manipulation sur un gosse non binaire de 13 ans. Et 12. un autre 12 ans et l'autre de 18 ans, je crois, mais c'est quand même deux mineurs. Alors que en fait. elle en avait 23. Ouais. Donc c'est compliqué. Donc ce que quand disait... la pédophilie rentre en jeu, c'est toujours compliqué. De toute façon. Mais c'est pas de la pédophilie là. Non, c'est du grooming. Ouais, Drake, c'est genre on va devenir potes et quand tu seras légal, je vais te faire des trucs. Non, mais il y a pas d'accusation, parce qu'il y avait des accusations d'agression sexuelle. Je pense que ce serait déjà passé à un autre niveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est c'est là où c'est légalement, c'est pas sûr qu'il y ait de retombées, mais par contre d'un point de vue PR, c'est impossible à gérer d'un point de vue de communication et relations publiques. Donc ce que disait le papier de Variety, c'était qu'ils avaient 3 options. C'était soit de sortir le film en fait sur HBO Max, mais ce qui à mon avis, je pense, est la pire option possible vu le temps investi, l'argent investi, le fait que le film normalement doit quand même être hyper important pour la suite de l'univers partagé d'essai au cinéma. Enfin, juste attends Arnaud, je te coupe, mais tu dis il y a rien de machin, etc. Les parents de la personne en question ont quand même demandé une ordonnance, oui, un restreint d'arrêt. Oui, non, mais par contre c'est quelqu'un de toxique. Oui, ça, par contre c'est quand même un comportement très toxique. Voilà, c'est pas comme si c'était genre un truc entre bons copains, il m'a envoyé des textos, etc. Non, c'est quand même grave. Non, je dis pas que c'était pas grave, mais je veux dire qu'il y avait pas eu de cas d'agression sexuelle. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire. Ouais. Donc le film très important, tu disais. Voilà, donc le film HBO Max, les plans de Warner Bros. Voilà. Que l'autre option, c'est juste de faire une campagne de promo en fait au minimum syndical, c'est-à-dire limite ne pas inviter Ezra Miller à y participer. Et sinon, dans l'autre cas, et le troisième truc, ce serait de faire comme si de rien n'était, de faire en sorte que le film fonctionne, et par contre après, quelles que soient les retombées, tout ça, par contre après, Ezra Miller dégage, on recasse le rôle, on fait autre chose, mais en tout cas a priori le studio ne veut plus du tout collaborer avec cette personne. Oui, et c'est quelque part très mal tombé, parce que comme tu dis, effectivement, le Flash qui devait être le film de la résurrection de ce qu'on pourrait qualifier d'univers d'essai au cinéma, parce qu'actuellement il n'y a pas d'univers d'essai au cinéma, il y a un caméo à la fin de Peacemaker, des petites références dans Aquaman, d'autres personnages, mais rien de significatif. Il n'y a pas de crossover prévu à l'ordre du jour, à part le film. C'est vrai qu'il n'y en a jamais eu au final, en fait. C'est vrai que ça, à part des caméos très discrets. L'arborescence Zack Snyder qui était faite une saga, c'était pas un univers partagé, c'était une saga de plusieurs films qui a généré 2 spin-offs que sont Wonder Woman et Aquaman. Voilà, on sait que Batgirl sera connecté à... Parce que voilà, je pensais ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à mettre Michael Keaton dans cette film qui sera a priori l'élément de liant pour un potentiel retour de l'univers d'essai. Même d'ailleurs Shazam et Black Adam n'ont pas l'air d'être connectés l'un à l'autre. Non. Shazam qui techniquement a croisé en Superman de Henry Cavill à la fin du film, mais c'était un cascadeur et comme il compte pas faire revenir Superman, voilou. Donc oui, c'était un film très important pour eux et c'était leur No Way Home à eux puisqu'il y avait le Batman Keaton qui devait et le Batfleck, effectivement. C'est très compliqué comme situation. Moi, j'aurais envie de dire juste faites un deepfake d'un autre acteur sur sa gueule et qu'on n'en parle plus. Enfin, tu veux, moi, le principe d'une personne qui est en souffrance mentale ou qui a des problèmes mentaux manifestes, on peut pas dire le contraire. Et le studio qui continue de travailler avec lui ou elle. Apparemment, ce que disait le papier, c'est que le studio a quand même essayé de l'aider, mais en fait, oui, c'est que leurs efforts, par contre, c'est ce qu'on a découvert depuis, mais justement, moi, à l'époque, je croyais vraiment que c'était en mode, c'est quand même curieux qu'il n'y ait pas de suivi, comme justement on peut le faire Disney avec ses acteurs, ses actrices, de soutien, d'accompagnement, ou même des agents ou des gardes du corps qui sont là pour protéger et surveiller le comportement de leurs employés un peu tendancieux. Là, le coup de Hawaï, c'était juste bizarre. C'était très bizarre. Le coup de menacer le Ku Klux Klan en disant on sait où vous êtes les gars, j'arrive et je vais vous buter la gueule et tout de suite, je suis complètement taré. Et après, t'évolues vers le côté grooming, les relations avec les ados et tout, tu te dis bon là ça commence vraiment à devenir un peu vraiment très sérieux. Et pareil, le gars qui... déjà quand le fait de pénétrer dans la baraque de gens pour les menacer, c'était déjà quand même super chaud. Oui, c'était chaud, mais tu vois, enfin, on connaissait son profil de drogué, de déséquilibré, etc. Enfin,
moi, le côté actrice qui se barre en couille, je connais à Hollywood, tu vois, c'est pas nouveau. Par contre, le fait de rajouter là-dessus, en plus, à une personne qui était une personne qui était militante de la cause LGBT+, qui était chouchou de la presse pour son style, pour ses prises de parole, son engagement justement pour même il disait ouvertement, Yel disait ouvertement, je fume de la beuh, etc., y a pas de problème. C'était vraiment une sorte de météore dans le ciel hollywoodien, Ezra Miller, parce que Yel est apparu d'un coup, est devenu une vedette très vite dans deux franchises de Warner Bros. Voilà, côté excentrique, etc., qui plaisait beaucoup. Il y avait un vrai fandom autour de lui, Yel. Et en définitive, on s'aperçoit tous que waouh, quoi, il y avait vraiment des vrais problèmes psychiques à la racine, et effectivement le côté grooming ou vaguement pédophile ou homme-enfant, femme-enfant. Moi, c'est vraiment la goutte d'eau. Tu te dis non, là, c'est fini. Sa carrière s'arrête là. Point. Maintenant, c'est soit son de désintox, soit thérapie bien vénère. Mais tel quel, Warner Bros est dans la merde. Et c'est ça qui me fait le plus chier, c'est que vraiment t'as l'impression que le film de Flash, il est mais maudit. Ah ouais, de ouf, de ouf. C'est comme Black Panther 2 où t'as la mort de l'acteur principal, puis t'as le tournage qui est décalé à cause du Covid, puis Tiara qui veut pas se faire vacciner, puis machin, puis bidule. Tu dis mais ouais, mais vraiment Hollywood ils sont pas enfin le duo hollywoodien est pas content envers le cinéma de super-héros en ce moment. Du coup il met béquille sur béquille. Et là franchement The Flash, rappelle-toi en 2014 quand on a commencé à faire le podcast ensemble, il y avait la frise chronologique de Tsujihara qui disait 2017-2018 je crois. Et puis t'as Seth Grahame-Smith qui passe dessus, Lord Miller qui passe dessus, t'as Rick Famuyiwa qui passe dessus, tout le monde passe dessus. Dégage. Grant Morrison qui a parlé récemment pareil de sa relation avec Ezra Miller. C'était vraiment Miller qui était venu le voir pour écrire une nouvelle version avec un multivers qui a été refusé par Warner Bros. Alors quand même Morrison c'est pas n'importe qui. Le multivers ils en ont besoin aussi chez Warner Bros vu que c'est le nouveau gimmick du moment à Hollywood. Je ne sais vraiment pas ce qui a fini par plaire dans les dernières versions en date pour que ça soit enfin bougé vers le tournage. Et pourquoi ils l'ont encore décalé maintenant alors que il faudrait limite il aurait fallu le sortir il y a 2 mois en fait quand justement il y avait pas encore tout ce dossier Ezra Miller. Là pour le coup ils ont vraiment pas joué de chance. Et maintenant voilà ce qu'il faut voir en fait comment ils vont gérer l'affaire. Moi je serais très pour un recast tout simplement, pas retourner tout le film, mais tu poses l'idée du multivers et tu prends Grant Gustin. Non, mais le truc, alors. Non. Oh là là, tu vas très loin, mais le truc. Steven Amell revient. Non, mais tu peux, le film, il est fini. Le film, faut juste finir les effets spéciaux, mais le film, en plus, il y a 2 versions d'Ezra Miller dedans, on le sait, il y a 2 versions de Barry Allen dedans, on l'a déjà vu dans les bandes annonces. Bah, tu fais la deuxième version, tu l'as fait Non, mais c'est impossible. Non, moi, je te dis, ils font la tournée, enfin ils font la promo normale, ils font pas de tournée de presse, ils l'invitent pas. C'est ça, ils l'invitent pas sur la tournée de presse. Le film fonctionne ou fonctionne pas parce qu'ils vont cibler ils vont axer la promo sur le Batman de Keaton évidemment, sur Sacha Calle qui va faire Supergirl, sur le multivers et ensuite ils recastent quoi, tu vois. Mais recaster pour le film là, je pense que c'est même pas possible. Je pense qu'ils ont déjà investi tellement d'argent plus là-dedans, ils ont perdu tellement de temps. Mais rappelle-toi All the Money in the World où ils ont cut Kevin Spacey remplacé par cet acteur. Ouais, mais c'était quand c'était encore en tournage, donc c'était que 5-6 scènes, mais je veux dire tu peux trouver. Moi je te dis numériquement, tu fais en sorte que le Barry Allen du multivers de Terre 2 ce soit pas Ezra Miller. Ça leur coûtera du blé, hein. Mais comme ça, ils ont une porte de sortie. Et après, ils disent, voilà, en fait, dans les multivers, on n'a pas tous la même gueule. Regardez Keaton et regardez Affleck, c'est Bruce Wayne tous les deux, ils ont pas la même gueule. C'est là qu'ils sont cons aussi d'avoir voulu faire 2 fois Ezra Miller 2 fois Flash avec la gueule d'Ezra Miller, en fait. Alors qu'ils auraient eu une porte de sortie toute trouvée pour le recaster éventuellement. Mais, honnêtement, là, je vois pas, parce qu'en plus, ça va continuer, hein. Il va certainement y avoir des trucs, quand la personne taunte la police avant de supprimer ses réseaux sociaux, c'est pas fini du tout, hein. L'affaire Ezra Miller, elle va continuer à ronfler. Je suis persuadé qu'il y aura d'autres trucs. Bon, espérons pas trop grave, hein. Je ne souhaite pas que ça soit, enfin, moi, c'est parce que ça ne m'amuse pas du tout, hein, personnellement. Je ne souhaite pas que ça continue. Mais, ouais, enfin, à mon avis, ils ont vraiment les couilles dans un étau, quoi. Et je pense sincèrement que l'avenir de Flash se fera sans Ezra Miller. Ouais, ça, par contre, c'est très, 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 très probable. Voilà. Et vu le côté fancast qui est même dans Doctor Strange 2, et le côté un peu cynique qu'il y a à Hollywood en général, moi, prendre Grant Gustin, non pas que je le souhaite particulièrement, mais ça me paraît pas impossible du tout, mec. Mais c'est pas un bon acteur. Pour du cinéma. Gal Gadot, pardon. C'est pas une bonne actrice non plus. Voilà. Mais oui, mais c'est pas parce que tu peux pas justifier le fait de prendre quelqu'un de mauvais parce que quelqu'un d'autre est mauvais. Attends, je mets pas de l'affect personnellement là-dedans. Je te dis juste que. Grant Gustin, c'est le Flash de la série télé. Au niveau business, c'est une décision qui se défend. C'est tout ce que je dis.
quand ils ont fait leur crossover avec Ezra Miller, justement, tout le monde était en mode, enfin tout le monde, des gens étaient en mode, waouh, incroyable, c'est canonique, ils ont le même univers et tout. Voilà, enfin, encore une fois, rappelle-toi de qui jouait dans le film Doctor Strange 2, les fancasts cyniques, c'est aussi une... Rappelle-toi de la scène post-générique de No Way Home, hein. On est à cette époque du Hollywood cynique, on est à cette époque du il faut faire du fanservice même quand ça n'a aucun sens. Voilà, moi je dirais que ce serait en tout cas une possibilité crédible. Je ne le souhaite pas forcément, mais c'est crédible. Très bien. De toute façon, on verra bien ce qu'il adviendra. Hein. The Flash, ça sort en juin 2023, donc il y a quand même encore le temps pour Warner Bros. De pas mal changer des choses, en tout cas, ça c'est certain. Et on verra bien comment ça se déroulera. Corentin, on en a fini avec ce front page. Oui. On espère que l'émission vous a plu. Si vous voulez réagir sur tous les sujets qui sont abordés, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, particulièrement les blagues et les imitations, bien entendu. Particulièrement la blague de la tour de Pise en 42. Je pense qu'il va rester un des monuments de cette émission. Et en tout cas, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir et surtout à partager les podcasts sur les réseaux sociaux, faire découvrir l'émission. C'est le plus important pour nous. Nous avons besoin de vous pour continuer d'exister et pour pouvoir agrandir notre auditoire. Donc, si vous voulez que la culture comics ait une plus grande résonance en France, eh bien vous savez ce que vous pouvez faire. Et on rappelle aussi que si vous souhaitez que le podcast puisse être pérenne et qu'on puisse voir l'avenir sereinement dans des temps qui ne sont pas forcément évidents pour tout le monde, eh bien on vous rappelle qu'on a une page Tipeee sur laquelle vous pouvez faire une contribution juste 1 euro par mois ou même de façon ponctuelle. Ça peut nous aider, ce sera important pour qu'on puisse continuer de faire ça avec autant d'énergie et de passion. On vous remercie toutes celles et ceux qui sont là depuis le début et qui nous ont rejoints en cours de route. Merci, on ne pourrait pas faire ça sans vous. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!